Monsieur, bonsoir. Heureux de vous retrouver dans le cadre de cette émission, le débat politique, Actes sur table. C'est mardi, 21h. On va avoir deux débats de fond et deux questions d'actualité qu'on va essayer de commenter. D'abord, ce qui s'est passé aujourd'hui à l'ambassade du Cameroun en France avec ces nouvelles manifestations d'une partie de la diaspora camerounaise sous le label de la BAS, la brigade anti-sardinard qui s'en est à nouveau prise à l'ambassade, quelques échauffourées entre Camerounais, ceux qui venaient pour des services consulaires et ceux qui sont venus manifester empêchant ces derniers de faire ce qu'ils avaient à faire. Cela dit, on va commenter en quelques mots cette actualité-là. Autre actualité à commenter, la mobilisation pour la paix des chefs traditionnels du Cameroun, dont l'entame a été observée ici à Douala. C'était le week-end, dimanche, avec tous ces chefs traditionnels qui ont décidé de faire le tour du Cameroun. Prochaine destination, la région de l'Ouest. On va également débriefer cette actualité. Mais dans les questions de fond, on parlera de questions foncières. Comment le Cameroun gère-t-il ces terres? Évidemment, c'est à la faveur de cette actualité autour des terres agricoles. La Chine a-t-elle fait main basse sur le Cameroun? L'opinion s'interroge. On a su la table des personnalités qui vont certainement essayer de nous conduire dans cette réflexion, tout comme on parlera de ces logements sociaux qui ont longtemps traîné et dont les premiers ont été remis ici à Douala à leurs propriétaires, et la question reste néanmoins latente. On verra bien si le Cameroun sort de l'auberge avec ces restitutions des logements sociaux à leurs propriétaires. Alors, pour nous résumer, ambassade du Cameroun en France, nouvelle manifestation, ce sera le premier point. Ensuite, mobilisation pour la paix, les chefs traditionnels montent au créneau, ce sera le deuxième point. Question foncière, comment le Cameroun gère-t-il ces terres? Et puis, logements sociaux, sommes-nous sortis de l'auberge? 4 invités, on en attend encore un, mais déjà Pépin Bécaye est dans ce studio et sur ce plateau. Il est géographe, non moins militant du PCRN, le parti camerounais pour la réconciliation nationale. Bonsoir Pépin. Bonsoir Dipita, bonsoir l'ensemble de mes co-panélistes et bonsoir à des milliers de téléspectateurs à travers le monde et plus particulièrement ceux du Cameroun. Merci d'être là ce soir. Sambaka, bonsoir. Bonsoir Dipita, bonsoir à tous les co-panélistes, surtout bonsoir à tous les téléspectateurs de STV. Je suis flatté d'être là ce soir pour débattre des problèmes du Cameroun. Vous êtes le premier vice-président de l'UDC. Puis Jacques Maboula Boya, bonsoir. Bonsoir cher Dipita, c'est un honneur et un plaisir d'échanger avec vous dans le but de construire ensemble et de permettre à chaque Camerounais de se reconnaître à travers une politique sérieuse et crédible. Vous êtes le maire de Yabassi, une zone dont les terres sont hyper convoitées. Écoutez, la proximité de Yabassi avec Douala, je dirais que Yabassi est désormais l'avenir de Douala qui n'a plus de terre. Donc Yabassi est très très sollicité, très convoité, et les ventes de terre là-bas, ça fait couler les larmes parce qu'on a du mal à croire que nos chefs traditionnels, nos populations sont concernés par l'agriculture de deuxième génération, à moins que l'agriculture de deuxième génération se fasse dans l'espace. Parce qu'on va être spolié, dépouillé de toutes ces terres bientôt. Au téléphone tout à l'heure, on aura le docteur Joël Raphaël Ouansi, l'internationaliste, mais il va également nous faire partager une expérience avec cette question foncière qu'il a eue à gérer, ou du moins dont il a apporté la contribution. Ce sera tout à l'heure. Et j'annonce qu'on aura en principe Elisan, qui est le représentant du RDPC dans ce plateau. Il se fait encore attendre. Il est là déjà dans les couloirs. Il sera, et je peux confirmer qu'il est là. Donc on l'aura sur ce plateau dans un instant seulement. Le temps pour nous de prendre la transition et d'entamer avec la première question de débrief sur l'actualité. On va peut-être commencer avec la mobilisation des chefs traditionnels pour la paix. Alors bonsoir à nouveau. Je vais prendre vos réactions en tant que, évidemment, homme politique. On le voit, la question de la paix, elle revient assez souvent, notamment à cause des mouvements qu'on observe dans le nord-ouest, le sud-ouest, mais également à l'extrême nord Cameroun. C'est de savoir aujourd'hui maintenant quelle est la partition que peuvent
jouer les notabilités traditionnelles. Sambaka, une mobilisation générale, pour quel impact, pour quelle incidence? Qu'est-ce que ça apporte de plus dans le débat en vue de trouver des solutions? Je pense que si on s'en tient à ce qu'on nous a toujours dit, les chefs traditionnels, c'est eux tous réunis, je crois, qui avaient donné la bénédiction au chef de l'État pour qu'il puisse conduire à bien la nation. Mais il faut dire que dans leur sortie, la remarque que j'ai faite, c'est qu'ils n'ont rien adressé au pouvoir public. Aucun message au pouvoir public. C'est curieux. Par contre, je crois qu'ils ont dit que ce sont les esprits et les ancêtres qui vont régler ces problèmes. Alors, dans une république, c'est quand même curieux que nous puissions dire que nous, les hommes, nous créons des problèmes entre nous, nous n'arrivons pas à les régler, et les chefs traditionnels se lèvent comme un seul homme pour dire que les ancêtres et les esprits vont régler ces problèmes. Si cela est possible, alors je dirais bravo, mais je dirais que mieux vaut tard que jamais. Jacques Baboula. Écoutez, les chefs traditionnels entrent dans leur rôle. Avant la République, il y avait ce qu'on appelait l'arbre de palabre. Absolument. Et quand il y avait un problème dans la communauté, c'était sur l'arbre de palabre qu'on réglait. Les chefs traditionnels essayaient de mettre en marche tout ce qui était possible pour que la paix revienne entre les dissidents. Il y a une dimension des problèmes qui est souvent causée, vous le dites souvent, on l'a charmé, on a Tobassi, on a fait plein de choses, mais il y a aussi d'autres dimensions qui fait en sorte que les gens rentrent en discorde. C'est cette dimension qu'on ne voit pas, qui est visible pour ceux qui ont les quatre yeux. On est capable de faire en sorte que Dipita et Sambaka ne se parlent plus jamais. Il est aussi possible que dans une nation, on décide de créer un état d'esprit qui mette les hommes en guerre. Et donc les chefs rentrent dans la dimension spirituelle des conflits pour apaiser et calmer tous ceux qui se sont fâchés. Et donc pour le message, ce sera à la fin, tel que ils l'ont dit, ça va faire les 10 régions, et dans chaque région, il y aura un message. Et les 10 messages seront consolidés pour être transmis à qui de droit. Donc, ceci dit, je crois que les chefs sont dans leur rôle, demander à ceux qui ont fait le choix de la sécession de revoir leur considération à la baisse, demander au chef de l'État, qui est le père de la nation, de ne plus fouetter parce que les enfants ont assez pleuré. Il est temps qu'il baisse le fouet, parce que quand tout le village sort, c'est pour que le père de la nation baisse le fouet et qu'il revienne il permette à la communauté d'aller chercher ses enfants dans la forêt et les ramener à la maison, et que nous puissions dialoguer et parler, parce que nous sommes une seule et même famille. Quelles que soient les passions et les frustrations, la tension ne devrait pas rompre la relation entre les frères. Pépin. Oui, l'initiative est peut-être bonne. Sauf qu'on peut questionner la dimension politique des chefs traditionnels dans cette initiative. Il ne faut pas oublier que la chefferie traditionnelle a 3 strates au Cameroun. La chefferie premier degré, deuxième et troisième degré, que de plus en plus on le constate. Les chefs ont le statut d'auxiliaire d'administration. C'est-à-dire qu'ils sont plus collaborateurs aujourd'hui de l'administration que des populations. Maintenant, les enfants sont en train de se bagarrer, il y a les éclats de voix, et les chefs estiment qu'il faut convoquer les esprits pour pouvoir faire taire toutes les querelles. C'est une initiative que nous ne pouvons que louer, parce qu'elle est dans le sens de ramener la paix entre les enfants d'un même pays, ou alors entre les enfants d'une même mère. Mais ce qu'on peut regretter, c'est cette politisation de la chefferie traditionnelle. Parce que voyez-vous, j'ai souvent coutume de le dire, lorsque la crise éclate au Burkina Faso en 2014, elle aurait été réglée par le chef Moussi, qui est l'une des tribus les plus peuplées de ce pays-là. Donc nous exhortons nos chefs traditionnels, ou alors les autorités, de décharger l'autorité traditionnelle de sa dimension politique, afin qu'elle reste ce baromètre-là, qui permet de donner des orientations dans la société, afin que cette société-là ne puisse pas franchir la ligne rouge. Donc c'est des mises. La chefferie traditionnelle au Cameroun a son rôle. Elle a toujours existé avant l'avènement de l'État. Donc, si elle estime qu'il y a des problèmes et qu'elle a un rôle à jouer, il faudrait qu'on sente sa force, on sente sa présence, on sente sa dimension spirituelle dans la prise de décision et dans le fait que les Camerounais puissent s'asseoir et puis parler ensemble. C'est tout ce qu'on demande.
Élisant, bonsoir. Bonsoir, monsieur le député. Votre réaction là-dessus? Rien de nouveau à la richesse de la paix. Quand les Templiers, les gardiens de la tradition, les porteurs de nos us et coutumes s'engagent résolument à la richesse de la paix, il faut les encourager. Je voudrais justement que les hommes politiques ne s'y mêlent pas et qu'on comprenne que malgré les choix politiques de certains chefs, il n'en demeure pas moins qu'il reste des chefs et qu'on ne regarde pas la dimension politique de celui-là qui va vers les populations pour les ramener dans le canal de la paix, qu'on regarde plutôt ce qu'il représente en tant qu'autorité traditionnelle, autorité morale. C'est quand nous, les hommes politiques, nous allons nous y mêler, quand nous allons amener nos remarques, nos enquêtes politiciennes là à l'intérieur, que cela va biaiser les choses. Non, les chefs sont dans leur rôle, qu'ils travaillent, qu'ils soient hors de l'administration ou pas, c'est d'abord des chefs. Justement, ils sont hors de l'administration parce que l'État veut leur garantir ce vêtement légal qui leur permettra de travailler avec les armes républicaines qu'il faut pour être le lien entre la population et l'État. Donc, qui continue à travailler, que l'État les accompagne dans ce chemin. Est-ce que ce sujet ne remet pas au goût de l'actualité le rôle même de cette autorité traditionnelle dont on savait qu'elle a une fonction, ce côté un peu mystique, ce côté non dévoilé qui fait savoir que quand le chef se concentre sur un sujet, les esprits l'accompagnent, les ancêtres s'y mettent et du coup, même dans l'obscurité la plus noire de la nuit, si je peux le dire comme ça, on pouvait trouver toutes les solutions inimaginables. Est-ce qu'aujourd'hui, cette fonction, je redis, mystique du chef n'est pas à nouveau interrogée à travers ce sujet-là, Sambaka? Difficile à répondre, étant entendu que aujourd'hui, les chefs, beaucoup de chefs non plus cela parce que l'administration s'y est mêlée et puis ils désignent parfois des chefs. Mais je dois dire quand même que dimension mystique, je pense que à la réalité, ce sont des gens qui étaient entourés de sages, qu'on appelle les notables, qui avaient une certaine vision des choses et une certaine expérience de père en fils. Telle enseigne que, ma foi, comme ils étaient des gardiens des valeurs traditionnelles, en général, quand il y avait un conflit, leur jugement était beaucoup plus proche de la réalité, n'est-ce pas? Il n'y avait pas encore de politique là-dedans. Donc, tous les enfants étaient les enfants du chef. Donc, ils savaient les départager, ils savaient les manager. Je crois que ce management-là était tellement bien fait qu'à la fin, ça devenait comme quelque chose de mystique. Parce qu'on arrivait toujours à trouver des solutions aux problèmes. C'est vrai qu'on a vu des égarements, parfois des chefs traditionnels qui fouettaient les gens. Hein? Mais en général, c'était pour mettre la paix dans le village, la paix dans les familles. Et ma foi, avec du recul, on se dit c'était des sages. On estime donc que s'ils reprennent ce bâton-là pour la sagesse, qu'elle soit véritablement pour la sagesse, parce que parfois on a des doutes. Et je pense que les chefferies traditionnelles aujourd'hui, nous sommes en République, donc les chefferies traditionnelles, c'est les garants de nos valeurs traditionnelles. Absolument. Donc ils ne gouvernent plus rien, parce qu'ils n'en ont pas la compétence, mais ils encadrent les populations pour que les us et les coutumes ne se perdent pas. Donc on retire de là des valeurs traditionnelles. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles on peut voir les chefs se mettre ensemble, parce que chacun va apporter la dimension positive de ses us et coutumes. Mais en termes de gérer les populations, je crois que nous sommes en République. Non, cette dimension spirituelle des chefs qu'on peut questionner aujourd'hui peut être démise tout en fonction des coutumes. Il ne faut pas oublier que avant la période de la colonisation, il y avait ce qu'on appelle, les Occidentaux appellent les cultures barbares, c'est-à-dire les chefs qui étaient un peu comme les devants. Lorsqu'un chef mourait, on exigeait de l'accompagner avec l'une de ses veuves à l'intérieur de la tombe. Cela donnait un peu le caractère mystique à la puissance de ce chef.
Aujourd'hui, quand même, les choses ont évolué, la modernité avec la soumission de la colonisation avec également, fait que, comme disait Sam tout à l'heure, le chef aujourd'hui a un rôle de gérer le patrimoine culturel, qui est un bras séculier dans le monde actuel, c'est-à-dire la mondialisation. C'est-à-dire il faut qu'on conserve notre patrimoine culturel pour être à même de pouvoir les transmettre avec d'autres peuples. C'est la dimension un peu culturelle de la présence des chefs aujourd'hui. Mais le côté mystique, on a un peu tendance à perdre ce côté mystique. Parce que, vous voyez, moi qui suis un peu issu de la tribu de la Grotte, chez nous, ce n'est pas la chefferie traditionnelle qui fait office de garant de la tradition. En fait, du volet mystique. Je n'en parle plutôt des initiés qu'on appelle les bombos. En fait, chez nous, ils sont nettement plus puissants, ils ont plus d'aura, ils sont plus écoutés que la plupart de nos chefs. Merci. Jacques Maboula, sur le côté mystique. Écoutez, qu'est-ce qu'une communauté? Une communauté est d'abord spirituelle. Elle est spirituelle dans le sens où c'est ce qu'elle pense qu'il a défini. Et le chef, en tant que gardien de sa communauté, a la mission de veiller à ce qu'il ne lui arrive rien. De veiller à ce que la communauté soit protégée de jour comme de nuit. Parce que dans un contexte où les hommes entrent en relation avec des forces qu'ils maîtrisent très mal, parfois dans le but de nuire, d'empêcher que certaines choses se réalisent, le chef est entouré d'un ensemble de pratiques qu'on appelle de rites initiatiques qui lui permettent de protéger sa communauté, de faire en sorte, si entre vous les frères, vous avez envie de nuire les uns aux autres, que certaines choses ne puissent pas arriver. C'est ça le sens de la dimension spirituelle du chef, et ça dépend aussi de la préparation du chef et de son sens du sacrifice. Sacrifice pourquoi? Parce que l'initiation demande des renoncements très durs quelquefois, et beaucoup de jeunes aujourd'hui ne sont pas prêts à accepter ces renoncements-là. Et certains chefs, je peux le dire, sont des initiés. Et ils sont vraiment des initiés au sens plein du terme. Et ils protègent leur communauté, ils leur permettent de faire pas mal de choses. Et chacun est tenu de respecter la parole du chef, parce que si vous en écartez, il risque de vous arriver malheur. Absolument. Oui, absolument. Alors, Elisa, je vais m'inspirer un peu d'un élément relevé par Sambaka tout à l'heure, disant que le président de la République à l'époque a quand même reçu les bénédictions. Je ne veux pas dire le panier traditionnel de la communauté des chefs à l'époque quand il faisait le tour des chefferies traditionnelles. Est-ce qu'après cette sortie, on ne pourrait pas s'attendre à une réaction du chef de l'État? D'ailleurs, on l'appelle Nongui. Il me semble que c'est le chef des chefs. Nongui, c'est dans le sud. Ah, d'accord. Chez les Sawa, il est un des chefs chez le Mundo. Voilà. Chez les Bamoun, il est dans le nord, il est partout. Il est. Est-ce que cette interpellation de ses pairs ne pourrait pas susciter chez lui une sortie? N'oublions pas que aujourd'hui, la majorité des hauts commis de l'État sont aussi par ailleurs chefs traditionnels chez eux. Donc maintenant, je ne sais pas, est-ce que c'est de manière naturelle, est-ce que c'est de manière transcendantale, est-ce que c'est de manière achetée, parce qu'il faut atopler le chef, non, mais moi je vois aussi le travail de chef chez lui, Fameux Dongo chef chez lui, Paul Biyaye, Nongui, le Gori, les Gori, ainsi de suite. Il me souvient quand même une histoire, une anecdote, on disait quand j'étais tout petit, que lors d'une visite à Yabassi, le président, le président Aïdjo, avait eu son chapeau tombé, son chicha tombé, parce que c'était un message que les gens de là-bas lui faisaient comprendre que ici, ce n'est pas ce que tu crois là. Ici, nous sommes puissants. Et il y a eu un combat énorme entre lui, le président, investi des pouvoirs du chef des chefs, contre les chefs d'une CAM. À ce moment-là. C'est pour ça qu'on n'a même plus de route. Non, je ne sais pas. Donc, il y a des anecdotes comme ça. On vous dit par exemple que lorsque
il y a l'assemblée coutumière du Ngondo, quelqu'un séjourne pendant 3 jours dans l'eau. On vous dit par exemple qu'à l'ouest, lors des rites funéraires, on plante un bananier et ça pousse au cours de la journée. On vous dit que quand on veut faire sortir un chef du Lakam, ce qui subit là-bas à l'intérieur, chez nous les petits, ce qu'on appelle le saut, c'est autant de rites initiatiques qui ont perdu de leur valeur au fil des temps. Et là, je rejoins M. le maire, que nous, jeunes, soit par peur, soit par avoir tourné le dos à la tradition, nous fuyons. Mais c'est véritablement là la culture et l'essence du Cameroun. Donc, certains chefs sont puissants, ça il faut le dire, ils sont puissants. Il suffit. Il y a des gens ici avec qui vous causez, M. Dipita, vous avez des frissons. C'est-à-dire, vous asseyez devant cette personne, vous causez avec cette personne, vous avez des frissons. Moi, j'ai causé avec le candidat, comme j'ai eu des frissons. C'est-à-dire, vous sentez que vous avez en face de quelqu'un qui dégage un magnétisme terrible. Donc vous dites que cette interpellation pourrait susciter des frissons chez le président de la République. Le Nongi, je ne sais pas, étant le chef des chefs, le fond des fonds et tout ce qu'il est, peut-être il y aura un combat spirituel métaphysique entre eux, mais le plus important c'est qu'en tant que chef, avec ses collègues chefs, qui concourent tous vers la paix. Et en tant que patron qui demande le mangeant, qui est le mangeant de la paix, que la paix prévale. Mais sinon, il faut avoir peur de ses chefs. Je voudrais dire oui, monsieur le maire. De la même façon, on dit le chant du cygne est un signe, la sortie des chefs est un signe. Il y a quelque chose qui va se passer. Ils ne sont pas sortis pour rien. Et je suis certain que la crise va prendre une autre tour. On ne demande que ça. On va peut-être sans transition, ou du moins si la transition, ce sont les images que Ringando va nous proposer, parler en quelques mots de ce qui s'est passé en France aujourd'hui à l'ambassade du Cameroun, du moins en France. Il y a une partie de la diaspora camerounaise localisée à Paris, évidemment, qui a initié d'autres manifestations, perturbant fortement les activités consulaires de ceux-là qui, eux, y étaient allés pour ces besoins-là. On va en profiter en attendant peut-être ces images, de commenter cette actualité. Vous l'avez suivi, vous également. On le sait, il y avait déjà des violences assez fortes le 26 janvier dernier, le 28 janvier, dans ces ambassades-là. Sambaka, finalement, la diaspora va-t-elle impacter sur les questions politiques intérieures? Je dois dire une chose qui est importante. La diaspora est diverse. Et la diaspora camerounaise est l'une des plus grandes diasporas d'Afrique. Après le Nigeria, la diaspora camerounaise. Et dans cette diaspora, vous allez vous rendre compte que il y a beaucoup qui attendent la double nationalité et qui ont mal pour cela. On les rencontre partout dans le monde. Ils sont même organisés. Si vous regardez l'Île-de-France, tout simplement, vous comptez le nombre de médecins qu'il y a en Île-de-France, vous allez vous étonner. Aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, si vous y arrivez, le nombre d'ingénieurs camerounais, d'origine camerounaise, vous allez vous étonner. Ce sont des gens qui aident leur famille au Cameroun et qui attendent la double nationalité pour pouvoir servir leur pays d'origine. Pourquoi je le dis? Parce que le problème fondamental que nous avons ici au Cameroun tient du fait que nous avons une administration qui ne veut pas entendre parler de la diaspora. Et cette diaspora est multiple. Il y en a qui sont partis d'ici parce qu'ils n'avaient pas de travail, ils ont traversé les océans, ils sont arrivés là-bas. Nous sommes dans le domaine politique aujourd'hui. On parle beaucoup plus de quelques Camerounais qui vont bloquer les ambassades. Mais ce n'est pas la diaspora en termes de l'ensemble de la diaspora. Parce que l'ensemble de la diaspora, ce sont des gens qui ont même déjà perdu dans leur tête qu'ils peuvent encore revenir au Cameroun, servir à quelque chose. Ils sont là, ils sont recrutés dans la diaspora, ils ont leurs épouses, ils font leurs enfants, et puis ils font leur vie là-bas. Maintenant, il y a ceux qui, déjà ici, ont rencontré des difficultés et ont choisi l'aventure. Parmi eux, il y a évidemment ceux qui sont réactionnaires. Mais la question fondamentale qu'on doit se poser, c'est que si on voit en Palestine des gens mettre sur eux des bombes et exploser avec, pourquoi le font-ils?
est-ce qu'il n'y a pas lieu de s'interroger pour se dire, mais pourquoi en sont-ils arrivés là? Parce que c'est ça qui est important. Moi, j'ai l'impression que le gouvernement, lui, il n'a pas à se donner, à s'expliquer, à réfléchir. Le gouvernement se dit, ça, nous n'acceptons pas ceci, et puis c'est terminé. Donc, la répression. Cela nous amène à comprendre que les germes que le colon a laissés sont toujours en train de fonctionner. Ce qui ne veut pas dire que je suis d'accord avec cela, parce que ça déteint notre image. Quand nous, on allait en France dans les années 76, le Cameroun était tellement respecté qu'au jour d'aujourd'hui, nous-mêmes, on a parfois honte quand on se retrouve dans ces pays parce qu'on se moque de nous. On se moque de nous parce que précisément, il y a tellement de Camerounais. Quand on parlait de Sarah Collé et autres qui balayaient les rues, les Camerounais ne faisaient pas ça. Les Camerounais n'étaient pas des éboueurs. Jamais. Donc, au jour d'aujourd'hui, ils traversent les mers, ils sont prêts à tout faire. Donc, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des réactions. Mais ces réactions, je crois qu'on a peut-être trop gonflé ça, parce qu'aujourd'hui, tel qu'on voit dans les images, c'est quelques dames qui sont partis à l'ambassade pour manifester. Je crois que là, ce genre de manifestation n'est pas une manifestation violente. Et quand la manifestation n'est pas violente, ben, on la fait et puis on rentre chez soi. Elisan, Oui. sur l'impact ou l'incidence que peut avoir ces nouveaux mouvements, ces nouvelles manifestations? Depuis ma bord, de manière cynique, aucun impact. Parce qu'en fait, le but poursuivi par, je ne sais pas si ils sont nos compatriotes ou pas, parce qu'en plus, quand ils font ces manifestations, non, j'y arrive. Parce qu'en plus, quand je dis ils sont compatriotes, quand ils font peut-être ces manifestations devant l'ambassade, ils se disent qu'ils sont camerounais. En même temps, quand on lance les enquêtes, beaucoup se disent ne pas être camerounais. Ils deviennent à ce moment-là camerounais d'origine. Quand on commence les poursuites judiciaires, ils sont soit belges, soit anglais, soit français, ils ne sont plus camerounais. Mais dans les manifestations, beaucoup de billets à Moscou, ils sont camerounais. La deuxième chose, je voudrais dire que notre diaspora, celle qui est constructive, celle qui travaille, celle qui envoie de l'argent et qui participe au BIP camerounais, elle est noyée par cette diaspora de ceux qui font des revendications. Je tiens quand même à dire ici que nous avons suivi un classement le mois passé de toutes ces diasporas africaines qui contribuent à l'émission des sommes d'argent de leur pays en termes de construction du pays, en termes de pourcentage, ce que représente dans la construction des projets sociaux. Notre diaspora est très mal placée. La deuxième chose, notre diaspora, en termes de celles qui contribuent de manière numéraire aux élections, est encore mal placée. C'est-à-dire, quand on compte ces diasporas africaines-là qui s'inscrivent pour faire le changement par la voie des urnes, on n'est pas bien placé. Mais cette diaspora-là qui vocifère, qui casse les ambassades, nous sommes très bien placés. Et je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on va même leur donner une notion de compréhension. Non. Il y a un autre problème. Le problème de ceux qui estiment qu'il faut à tout prix manifester dans les ambassades, c'est justement dans la continuité d'un plan qui a été déposé. Rendre le Cameroun ingouvernable, c'est tout. Il y a 53 pays africains, il y a 53 ambassades forcément à Paris, je me le dis. Mais pourquoi ce n'est que nous? Pourquoi ce n'est que cette base-là? Il faut dire les choses à la base. Pourquoi ce n'est que eux? Pourquoi d'autres Camerounais, d'autres Africains d'autres pays ne font pas ce qu'ils font là? Pourtant, ils aspirent aussi au changement. Maintenant, pour terminer, je ne peux pas accepter ce que mon père a dit tout à l'heure. Non, l'État du Cameroun a organisé par 3 fois une convention avec cette diaspora-là, où il y a eu des résolutions qui ont été problèmes. Maintenant, la mise en application des résolutions, ça c'est notre problème. Ça, je sais que nous, chez nous, c'est la mer à boire. Mais il y a quand même une réaction triviale.
importante entre la diaspora camerounaise et l'État. Cette diaspora qui veut travailler, je peux vous donner 1000 exemples de Camerounais qui sont partis de la diaspora, qui sont venus investir au pays, qui n'ont pas regardé le fait que c'est bien qu'ils soient au pouvoir. Ils ont juste demandé une seule chose. La double nationalité. Non, la double nationalité ne fait pas de vous un investisseur dans votre pays. Vous pouvez pas avoir de double nationalité, venir investir. Donc, ces Camerounais-là qui ont ouvert des supermarchés, qui ont construit des hangars à bétail, qui ont construit des infrastructures qui permettent de recruter des Camerounais, de participer à la richesse nationale, n'ont pas besoin de la double nationalité. Arthur Zang n'a pas besoin de la double nationalité. Il est venu, il a investi. L'État l'a accompagné. Monsieur Sandja est venu ouvrir une politique ici. Tous ces gens n'avaient pas été faits. Mais il faut dire que leur combat aussi peut payer parce que, bon, ça réveille aussi quelque part les dormeurs qui sont appelés tout autour de l'appareil dirigeant du pays et qui sachent que non, désormais il y a aussi des gens quelque part qui mais je voudrais aussi quand même qu'ils sachent, qui nous disent s'ils sont Camerounais ou pas. C'est pas quand il y a des poursuites contre eux qui ne sont pas Camerounais. Même s'il faut préciser bon, que ils disent qu'ils sont Camerounais. La diaspora des autres pays africains se fait également souvent entendre, les Ivoiriens, les Gabonais, peut-être pas en cassant, mais je veux dire qu'en manifestant. Oui, Pépin Bikaï. Non, moi je ne suis pas d'accord avec l'approche de M. Zan par rapport à nos compatriotes qui vivent à l'étranger. Sam a assez bien balisé le chemin pour présenter un peu le chemin de notre diaspora. Il y a à peu près 5 à 7 millions de Camerounais qui vivent à l'étranger et beaucoup qui ont la nationalité étrangère. Et ça fait qu'ils sont sous le prisme, en fait, ils ont une épée de Damoclès avec la loi de 68 qui ne reconnaît pas la double nationalité. Et du coup, cette diaspora-là ne peut pas être qui ne reconnaît pas la double nationalité. Pour les élections. Parce que nous sommes l'un des rares pays en Afrique au sud du Sahara qui n'utilise pas sa diaspora. Dans le développement. Ah bon? C'est l'un des rares pays en Afrique au sud du Sahara qui n'intègre pas sa diaspora des chiffres tout à l'heure. Dans son développement. Okay. Tu viendras avec les chiffres, j'apporterai les miens, il n'y a pas de souci. Donc, pour dire que cette diaspora-là devait être la pierre angulaire du décollage économique de notre pays. Aujourd'hui, on a à peu près 10 000 médecins dont les 2 tiers vivent à l'étranger. On a à peu près 2350 médecins qui exercent sur le territoire camerounais et près de 7500, plus de 7500 qui sont disséminés à travers le monde. Et on a des problèmes par rapport au plateau technique, on a des problèmes par rapport à la qualité des ressources. Si on avait mis sur pied un mécanisme de retour, peut-être des mécanismes de 3-6 mois de cette diaspora-là, on aurait résolu un certain nombre de problèmes et reculé la mortalité de nos populations. Ce sont des faits, ce n'est pas moi qui les invente, on les vit au quotidien. Et parmi nous... Vos chiffres viennent d'où? Les associations, ça se conteste pas, on peut les vérifier. Non, je ne conteste pas, mais je veux dire que avoir la source quand même... Oui, la source est importante, ce sont les données sur lesquelles on a travaillé, c'est un problème d'identification. Tout le même l'ordre de médecins, c'est qu'il y a à peu près 10 000 médecins camerounais à travers le monde, dont les 2 tiers exercent à l'étranger. Ils sont disséminés à travers le monde. Et tout est parti, par exemple, d'une approche, par exemple, cubaine, qui a à peu près 40 000 médecins qui travaillent à travers le monde. Et ces médecins constituent l'une de leurs produits extérieurs qui fait fonctionner l'économie. Ça a été longtemps leur source de revenus par rapport pendant la période d'embargo. Donc, je ne reviens pas pour authentifier mes sources, je sais que c'est ce qui existe. Okay. Malheureusement, je ne peux pas donner. Même s'il dit maintenant c'est l'ordre des médecins, vous allez me dire que non, l'ordre des médecins ne va pas dire ça. Mais c'est que ce sont les données sur lesquelles nous travaillons depuis plusieurs années. D'accord. Pour dire que si on avait utilisé de manière efficiente cette diaspora-là, on aurait résolu plusieurs problèmes. Ça m'a parlé tout à l'heure des ingénieurs qui travaillent dans les plus grandes boîtes en Allemagne et dans d'autres pays, aux États-Unis et autres. Donc, pour dire que la diaspora camerounaise aujourd'hui est coincée. Elle sert de vache à lait pour les familles parce que son rôle fondamental, c'est que lorsqu'il y a un problème dans la famille nucléaire, on l'appelle, on dit ok, papa est décédé, on veut tel montant. Ils ne peuvent pas se dépasser pour le deuil, ils envoient ce montant-là. C'est le premier rôle de la diaspora. Le second rôle, c'est qu'ils ne peuvent pas apporter une plus-value dans la bonne marge des décisions du pays. Donc, on va dire que ce sont des gens qui ne servent pratiquement à rien et qui peuvent, à la limite, se radicaliser. Normal, parce qu'ils sont exclus de leur pays, de là où ils sont partis pour chercher le savoir. Et lorsqu'ils veulent apporter leur contribution, on ne les permet pas de le faire.
Dans les pays qui se respectent, dans d'autres pays, il y a ce qu'on appelle un ministère en charge des personnes de la diaspora. Je pense au Gabon à un ministère de ce type. Je pense également au Mali ou au Sénégal, pour ne citer que ces trois exemples-là. Mais il faut donc dire que ce qui se passe aujourd'hui, parce que nous sommes là, nous sommes dans un domaine politique, et les revendications de ces 10 ou 15 femmes qui ont envahi l'ambassade tôt ce matin étaient fondées sur le fait qu'ils demandaient les nouvelles, entre guillemets, des prisonniers politiques au Cameroun. De la libération. Non. Ils demandaient les nouvelles des prisonniers politiques au Cameroun. On a eu les bandes audio des prisonniers politiques. C'est ce qu'ils ont dit sur les bandes audio. Entre autres messages. Et puis, à côté de ça, il y a eu des actions fortes, parce que la plupart se sont mis à petite tenue, pour un peu montrer la colère qui les animait. Dans la tradition camerounaise. Voilà, c'est très révélateur, parce qu'une mère ne se déshabille pas devant ses enfants, ou alors devant... C'est un signal très fort. Si on sait lire également les signes, on peut comprendre un peu la colère et les aspirations de ces compatriotes-là. Nous les regrettons, mais nous pensons également qu'il est grand temps qu'on ouvre un couloir par rapport à la résolution d'un certain nombre de problèmes. La situation est assez chrysogène. Il ne faudrait pas qu'on essaie d'en ajouter. Il ne faudrait pas qu'on arrive à peut-être qu'il y ait des explosions humaines pour qu'on comprenne vraiment que la plupart de nos compatriotes d'ici ou d'ailleurs sont réellement fâchés. Donc, essayons autant que faire le peut, tant que le temps le permet encore, de pouvoir écouter ceux-là qui se mettent sur la position, sur des positions de radicalisation, et apportons la solution à des réponses à leurs demandes. Est-ce que la prise des ambassades est donc la solution? Je ne sais pas si c'est la solution, parce que mon informateur que j'ai appelé aujourd'hui à Paris, il disait justement que il y a eu même des échauffourées, parce que la plupart des gens qui sont venus pour les services consulaires ont estimé que si on les laissait continuer à manifester, peut-être ça peut interrompre un peu l'accès à leur pièce officielle et prolonger leur voyage, et repousser le voyage autant pour moi. C'est pas la solution, mais quel qu'en soit le cas, l'ambassade de France est un peu l'État du Cameroun en France. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas aller manifester sur les Champs-Élysées, c'est un territoire étranger. Ils estiment que s'ils manifestent au niveau de l'ambassade, ça veut dire qu'ils sont en train de manifester au Cameroun. Le territoire continental, c'est le territoire camerounais. Ça veut dire que permettez-moi vous reviendrez. C'est ce mécanisme propre au RDPC, nous connaissons ça. Quand tu parles, ou alors quand vous parlez, on prend la peine d'écouter ce que tu dis. Excuse-moi, laisse-moi dire mes bêtises, ils supportent-les, comme ça. Pour terminer. Voilà. Donc, je suis en train de dire que si les manifestations sont prolongées au niveau de l'ambassade, c'était pour passer le message. Et je pense que le message est passé parce qu'aujourd'hui, tous les images tournent en boucle et les Camerounais sont au courant que leurs compatriotes, peut-être d'un bord politique autre que le leur, ont posé tel acte et ont eu telle réponse. Bon, maintenant, nous attendons un peu la position du gouvernement, parce que là, on reste certainement dans l'analyse et nous condamnons certainement cet acte. Mais nous demandons également aux autorités d'y apporter des réponses pour limiter ce type de manifestations. Monsieur le maire, réaction. Écoutez, la diaspora camerounaise, c'est à l'image de la gouvernance nationale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un pays qui, en plus des matières premières classiques, cacao, café, VA, exporte maintenant la misère. Vous avez tout le monde qui est parti parce qu'il n'avait pas un emploi, parce qu'il n'avait pas une sécurité sociale, bref, parce qu'il n'y avait plus d'espérance. Alors, tous ces hommes-là qui se retrouvent enchevêtrés dans les rues de l'Europe, des États-Unis et autres, se disent, écoutez, avec la formation, la qualification que j'ai, je suis sous-employé, je suis vigile, je suis maître chien, je suis laveur, etc. Bref, ils font tous des sous-métiers, ils se disent, notre pays aurait été mieux, nous serons rentrés chez nous. Et ils profitent donc de la crise pour attirer l'attention de l'opinion internationale et interpeller les gouvernants sur ce qui se passe. Qui plus est, entre guillemets, certains de leurs leaders sont en prison. Quoi de plus naturel que de dire, il faut que le Cameroun se prononce là-dessus. Tant qu'il n'y aura pas une détente de l'atmosphère politique au Cameroun, je crois que la base fera que cela, juste pour embêter
ternir l'image du Cameroun, ternir l'image du gouvernement actuel, faire en sorte que le gouvernement se prononce sur la libération des prisonniers et fasse des réformes. Qui plus est, on est dans une crise qui nécessite qu'on se parle, le dialogue inclusif. On a du mal à savoir, est-ce qu'il aura lieu, il aura-t-il pas lieu? Tout ça, c'est des problèmes qui minent la société camerounaise et pour laquelle il faudrait savoir si le Cameroun veut vraiment ouvrir l'espace national à tous ces hommes qui ont envie de rentrer au Cameroun, parce que aujourd'hui, le Cameroun est invivable. C'est chaque jour que vous voyez un enfant qui se dirige dans une ambassade dans l'optique de prendre un visa pour partir. Quand ce n'est pas la route de Melilla et de Ceuta, je vous dis, c'est pas vivable. C'est pas vivable et ça ne justifie pas qu'on occupe les ambassades, je peux le comprendre. Mais je dis, leur méthode, leur modus operandi, je suis certain que tant qu'il n'y aura pas une détente politique à l'intérieur, ils vont passer leur temps à ne faire que cela pour discréditer le Cameroun et les investisseurs ne viendront pas ici de sitôt. Et si, Élie, je ressors avec vous, si éventuellement vous avez des chiffres, comme vous en annoncé tout à l'heure. Oui, je voulais d'abord dire à M. le maire que le problème des membres de la base n'est pas une détente. La libération de leurs amis politiques, c'est un alibi. C'est Biya doit partir. Si Biya n'est plus président de la République et que leur idole est président de la République, il n'y a plus de manifestation. Ce n'est pas... C'est tout le monde ne doit pas être président. Il n'y a que lui là qui doit être président. Le reste là, c'est de folklore qu'ils font. La deuxième chose, je voulais dire à M. Evry Pépin Bibika qu'il y a quand même des études qu'on fait dans ce pays. C'est vrai que tout est sujet à caution, tout est sujet à pitié dans ce pays. Il y a quand même un institut de sondage et de calcul dans ce pays qu'on appelle l'Institut national de la statistique, qui donne des chiffres chaque année, qui fait un travail de fond, qui a des démembrements dans toutes les ambassades du monde et qui donne des chiffres. Vous avez parlé dans le monde sanitaire. Le président de l'Ordre des médecins est un exemple d'un Camerounais qui a vécu chez les Blancs, qui a appris le métier de médecin et est venu investir dans son pays en ouvrant une polyclinique que je ne citerai pas pour faire la publicité. Toutes les polycliniques privées de ce pays, comme le nom l'indique, ont été montées par ces Camerounais-là qui sortaient de la diaspora. Ils n'ont pas attendu que Biya parte ou que M. Bangouya soit président ou M. Samba. Non, ils sont venus investir pour leur pays. Il y a 1315 IPS au Cameroun. Appelez ça Institut privé d'enseignement supérieur. Toutes ces grandes écoles privées-là, c'est les fruits des enfants du Cameroun qui étaient à l'extérieur. Ils n'ont pas attendu la législation sur leur état de double nationalité ou pas. Ils ont investi. Même dans le monde audiovisuel, c'est les gars qui sont allés là-bas et ont appris son revenu pour investir. Arrêtons de faire croire à nos frères et nos sœurs qui vont là-bas, qui vont apprendre un métier, que pour revenir dans votre pays, investir, travailler pour votre pays, il faut que la tête de celui qui dirige le pays ne vous plaise pas. Tout ce qu'on lui demande à celui-là qui dirige, c'est de mettre en place le cadre législatif, juridique, adéquat, qui est justement la naissance de ces infrastructures privées-là qui pourront faire en sorte que les uns et les autres s'en sortent. C'est tout ce qu'on leur demande. Quand vous prenez ça par le bout que vous prenez, mon cher Beau, ça ne peut pas donner. Vous voulez expliquer ce que la diaspora fait. Et puis pour terminer, monsieur le maire, ce n'est pas tous les pays du monde entier, soient-ils hyper développés ou pas, ont des habitants qui veulent aller ailleurs. C'est à chacun qui veut partir, pourquoi il veut partir. Vous n'allez pas m'expliquer qu'un jeune qui gagne 400 000 francs par mois dans ce pays réussit à faire 7 millions d'économies et se permet d'aller en aventure. Alors que je vous vois souvent nous sortir dans nos forums des projets où avec 1 million, un projet agro-pastoral, où avec 1 million, quelqu'un peut s'en sortir et devenir un homme d'affaires plus tard. Mais comment est-ce que vous allez m'expliquer ça? Non. Il faut aussi qu'on comprenne que nous devons faire comprendre aux autres que là-bas n'est pas toujours l'Eldorado de qu'on croit. Là-bas n'est pas tout ce qu'on croit. Et pour terminer, en termes de chiffres, la diaspora camerounaise participe à 1,03% du PIB de son pays. Soit combien? 1,7%. Vous avez dit qu'ils sont 7 millions. Ils ne sont même pas le quart de ce que les Sénégalais sont dehors, le quart de ce que les Ghanéens sont dehors, le quart de ce que les Nigériens sont dehors. C'est un problème d'organisation de notre diaspora. Et je peux vous rejoindre dans le sens où l'État a sa part. Mais dans le sens de l'organisation, on pourrait s'interroger justement sur le mécanisme institutionnel mis en place par les pouvoirs publics. Si M. Dipita vit en Allemagne, M. Magolas vit en Grèce, M. Sambaka vit aux États-Unis, M. Pépin Bikaï vit peut-être à Londres, ayons d'abord l'envie
tous les 5 de nous mettre ensemble parce que nous avons une seule chose en commun, nous sommes Camerounais. Et maintenant, quand nous sommes ensemble autour d'une association, là-bas, il y a une association des Sénégalais et des étrangers. Là où moi j'ai interpellé le pouvoir de la République, je leur ai demandé que pour la législature qui arrive là, qu'on ait quand même un député qui représente la diaspora. Maintenant, on verra quels sont les mécanismes pour qu'il soit. Mais il faut au moins qu'il y ait quand même une diaspora positive qui réagisse et non celle qui tous les jours anime les médias à travers des manifestations. 30 secondes. Je voulais retoquer en disant à M. Zanke, je pense qu'il a assez bien exposé, il a été bien suivi sans être interrompu. Je pense que c'est un mécanisme qui devait se transparaître sur ce plateau. Et lui dire que moi, je n'ai pas parlé de billard de ma partie. Ça n'est pas dans ma culture, ce n'est pas dans mon langage. Et qui ne semble pas ramener le débat sur ce vocable-là, que moi je trouve même dépassé. À la limite, c'est une source de bénédiction. Lorsque les hommes politiques se retrouvent sur le plateau à dire que billard doit partir, non. Nous sommes là pour essayer de poser des mécanismes alternatifs par rapport aux problèmes de nos compatriotes d'ici et d'ailleurs. Et non pour se focaliser sur un seul individu. Du moins, moi, c'est ma vision des choses et c'est mon éducation. Oui, il faut dire les choses comme elles sont, monsieur Zan. Il faut dire les choses comme elles sont. Ce pays ne se développera jamais sans l'apport de la diaspora. Regardez ce qui s'est passé au Sénégal. Aujourd'hui, nous tous, nous envoyons nos enfants, nos petits-enfants étudier au Sénégal, alors que tout le monde venait étudier au Cameroun. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait appel à la diaspora. Ils ont discuté avec la diaspora. Aujourd'hui, tout le monde envoie son enfant au Sénégal. Parce que l'État a pris fait et cause, parce qu'il savait que la diaspora a apporté beaucoup de choses dans le pays. Or, qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Ce qui se passe au Cameroun, c'est que tous les hauts fonctionnaires ont double nationalité. Et c'est eux qui combattent cette diaspora pour qu'elle ne revienne pas. Donc nous avons une affaire où encore on va se rendre compte que les fonctionnaires ont mis leur nez dedans, les hauts commis de l'État, qui se disent qu'ils n'ont pas besoin de concurrence. Maintenant, si vous êtes de la diaspora, faites ce que vous voulez là-bas, venez ouvrir des cliniques au Cameroun, vous ne nous gênez pas. Mais si c'est pour bâtir le Cameroun à partir des institutions, nous ne vous voulons pas ici. Le contrôle des ressources. Voilà, c'est ça qui est réel. Et je dis, il faut faire attention avec cette affaire, parce que nous ne pouvons pas exclure autant de cerveaux. Nous ne pouvons pas exclure autant de gens qui eux-mêmes déjà s'organisent là-bas. Parce que contrairement à ce qu'on dit là, si vous interrogez les ingénieurs en Allemagne, camerounais, d'origine camerounaise, ils vont vous dire qu'ils ont une association. Si vous allez en France, vous demandez aux médecins, ils vont vous dire qu'ils ont même une association mondiale. En Belgique, la même chose. C'est la même chose. Donc, en réalité, on leur met une barrière, mais ceux qui leur mettent une barrière, c'est eux qui ont la double nationalité. Ils gardent leur double nationalité, et de temps en temps, ils donnent aux sportifs, mais ils ne veulent pas que ceux de la diaspora aient cette double nationalité qui permettra à ce moment-là de pouvoir apporter beaucoup plus parce qu'ils se sentiront chez eux. Ce que M. Zan n'a pas dit, c'est que ces Camerounais-là, même sur le foncier, ils ont des problèmes parce que vous ne pouvez pas acquérir, n'est-ce pas, un titre foncier quand vous êtes français de la même manière que si vous êtes camerounais. Et vous avez l'héritage, la même chose. Et vous avez subtilement embrayé sur le prochain point parce qu'on va y arriver, seul qu'on va prendre la transition pour parler effectivement de cette question foncière et s'interroger sur la politique foncière camerounaise. Comment le Cameroun gère-t-il ses terres? C'est derrière la transition. Évidemment, cette actualité s'inspire de tout ce que la presse a révélé comme sujet autour des terres agricoles que la Chine occupe au Cameroun entre concessions, achats. Beaucoup de gens se sont offusqués de dire que les Chinois ont fait main basse sur le Cameroun. Alors, Jacques Maboula, vous, je l'ai dit, vous êtes maire dans une localité où la question foncière est encore, je veux dire, c'est vrai, c'est comme ça sur toute l'étendue du territoire, elle est au cœur même des débats, des batailles entre
structures locales et structures investisseurs étrangers, c'est encore assez fort là-bas chez vous. Comment ça se gère dans votre communauté, la question foncière? Écoutez, la question foncière, pour ce que j'ai vu quand je suis devenu maire, j'ai été choqué. Choqué parce que un matin, on vous appelle, on vous dit, il y a tel qui vient, je ne veux pas citer le nom des entreprises. Absolument. Il veut 100 000 hectares. Demain, on vous appelle, on vous dit, il y a un autre qui veut 100 000 hectares. Bref, c'était récurrent. Les populations riveraines ne sont pas prises en considération. Les chefs traditionnels, pratiquement, n'ont pas de mot à dire. Et vous avez le sentiment que les multinationales prennent la main sur un terroir, pour ne pas dire sur le Cameroun. J'ai écrit au chef de l'État pour lui dire que ce mode d'attribution de terres n'est pas responsable. Parce que dans les modèles de croissance, autant il est vrai qu'on a des agrégés en économie dans ce gouvernement, dans les modèles de croissance en économie, vous avez un modèle qui a été très bien développé par deux économistes. Le modèle de croissance Harrod et Domar, qui dit la croissance dépend de 3 facteurs de production. La terre, le capital, l'homme. À cela, vous pouvez ajouter le progrès technique et l'innovation. Et c'est cet agrégat-là qui fait la fonction de production et de croissance. Ce qui veut dire quoi? Vous pouvez être pauvre, mais votre terre constitue un apport dans une unité de production. L'État du Cameroun, ayant fait le choix de l'agriculture moyenâgeuse, de l'improvisation constante, l'État du Cameroun devrait prendre un texte de loi et dire que la terre des communautés riveraines constitue un apport qui représente 25% dans tous les projets agro-industriels d'aujourd'hui et de demain. Je l'ai fait par écrit. Et que ce procédé actuel, c'est paupériser les Camerounais sur plusieurs générations. Parce que la valeur ajoutée d'une terre ne nous est inestimable. Vous allez faire une concession à n'importe quelle multinationale, qu'elle soit chinoise, canadienne, française, eh bien, vous n'aurez que esclavagiser vos enfants. Parce qu'on ne veut pas finir comme les gens du Mungo, qui sont devenus juste de la main-d'œuvre dans ces palmeraies. Et pour toucher quoi? 25, 40 000? Non. J'ai demandé au chef de l'État de faire prendre une loi où la terre constitue pour les populations riveraines et les municipalités 25% d'apport. Et ainsi, si l'agro-industrie fait ne serait-ce que 1 milliard de bénéfices là, 25%, ça représenterait 250 millions. Ça rehausse le standing de vie de cette communauté, ça permet de scolariser, de soigner. On n'aura même pas besoin du budget, on n'aura pas besoin du budget d'investissement public. Parce que ces communautés seront intégrées dans ce processus. Les chefs traditionnels seront concernés. J'avais convoqué mes chefs traditionnels et la réunion avait été interdite pour créer AgroCam. Le sous-préfet a interdit, sur instruction de quelques élites à Yaoundé, la tenue de cette réunion. Le but était de conforter nos chefferies, nos villages, dans des partenariats agro-industriels. Et malheureusement, je me réjouis aujourd'hui de cette information qui dit que on est dans un mode de vente à grande échelle du patrimoine camerounais. Quel enfant serait fier d'un père qui part ayant vendu toutes les terres? Aucun enfant ne serait fier. Donc, cette façon d'attribuer les terres-là doit cesser. Et les Camerounais doivent se mobiliser pour que le partenariat agro-industriel entre les villages et les multinationales se fasse à concurrence de 25% d'apport dans tous les projets industriels. Pépin Bika, je le rappelle, vous êtes géographe. Alors, déjà, est-ce qu'on peut avoir des estimations en termes de terres peut-être vendues, concédées,
que l'État, les terres de l'État évidemment, mais que l'État ne gère plus directement. Qu'est-ce que ça représente en termes de superficie par exemple, et quelle est la politique menée dans ce domaine-là pour que peut-être le Cameroun en profite davantage aussi, puisque les étrangers y investissent. Quelles sont les limites qu'ils ont pour qu'on ne vive pas cette spoliation qui semble être décriée par un certain nombre de confrères de la presse? Déjà, l'État gère ses terres. C'est parce qu'il faut que j'entre par passer la réponse. L'État gère ses terres. Et que l'enjeu aujourd'hui, c'est au niveau des terres arables. C'est une donnée qui est spécifique à l'ensemble de la géopolitique du monde. Et plus particulièrement au Cameroun, parce que le Cameroun a le 18e potentiel hydroélectrique du monde, hydrographique du monde, et le deuxième en Afrique, après la RDC Congo. Donc forcément, les terres camerounaises sont convoitées par plus d'un pays. Parce qu'aujourd'hui, on ne parle que de la Chine, parce que le rapport qui nous a été servi venait d'un institut américain. Mais si on ouvre également la boîte de Pandore par rapport aux États-Unis, on se rendra compte qu'à une seule entreprise, Eraca Farms, a eu une concession mondiale de près de 100 000 de communication géostratégique. Voilà, 100 000 hectares. Donc ils n'en ont pas fait cas lorsqu'ils ont fait le rapport sur l'acquisition des terres chinoises au Cameroun. Pour dire que le Cameroun aujourd'hui dispose à peu près de 17 millions d'hectares de terres cultivables, parmi lesquels on a 10 millions de terres arables. Et que la structure agro-industrielle, c'est-à-dire l'ensemble des sociétés agro-industrielles existantes, créées depuis pratiquement les années 50, occupe moins de 1 million d'hectares. Et on parle d'un ratio de 500 000 hectares exploitables par ces agro-industriels-là, c'est-à-dire la Socapalm, EVCAM, EVA du Sud qui a fait l'extension du côté de Djoum. On peut également citer Palmol, d'ici. On n'atteint pas le ratio d'1 million d'hectares. Au-delà des cultures paysannes. Donc, on va dire que ce que le maire est en train d'évoquer, c'est justement ce qui rentre un peu dans l'ensemble des propositions que nous avions, sur lesquelles nous avons fait en 2018, de faire en sorte que chaque commune soit rattachée à une agro-industrie, pour un peu essayer d'occuper les terres à l'activité agricole. Parce qu'aujourd'hui, l'enjeu des terres est essentiellement focalisé, non pas pour des projets immobiliers en zone rurale, c'est pour la pratique de l'agriculture. L'agriculture de rente, avec des cultures pérennes, mais également pour répondre aux besoins du marché international, avec ce qu'on appelle l'agriculture biologique, c'est-à-dire pour fabriquer les biocarburants. Donc, pour dire par exemple que l'État du Cameroun procède à des concessions en fonction des demandes qui lui sont présentées. C'est-à-dire, parce que jusqu'à présent, nous sommes coincés un peu par cette fameuse loi de juin 1974 relative à la mise en valeur. La mise en valeur, c'est quoi? C'est que vous disposez d'un patrimoine foncier et l'État veut s'assurer que ce patrimoine foncier a été occupé par accessoirement du verger, notamment en système de monoculture. Ça peut être du palmier à huile, ça peut être de l'évéa, ainsi de suite. Mais est-ce que les communautés villageoises peuvent se doter d'autant de moyens pour mettre les espaces en valeur sur ce modèle de monoculture? Non. Il était donc préférable pour l'État, pourquoi on n'arrive pas là, comme disait le maire tout à l'heure, je suis d'accord jusqu'à ce qu'il dit, sauf que moi je vais plus loin. Parce que pour que nous ayons une propriété foncière, il faudrait d'abord qu'on ait une propriété coutumière. C'est indéniable. Absolument. Tu ne peux pas obtenir un titre foncier sans toutefois avoir soit l'aval des communautés villageoises, soit être propriétaire coutumier. Ça veut dire qu'automatiquement, à partir du moment où on te reconnaît une propriété coutumière, tu devrais avoir ton titre de propriété pour produire de la richesse. Parce que c'est avec ça que tu peux faire des transactions avec des banques, c'est avec ça que tu peux appeler les partenaires pour créer de la richesse, c'est avec ça que tu peux, que les communautés peuvent se développer et être dans, c'est pas trop des joint ventures avec d'autres structures comme d'ici ou d'ailleurs. Mais rien n'a été fait jusqu'ici et tout le monde semble être bloqué par la loi de 1974 qui a une interprétation vraiment qui n'est pas bien connue de la part des communautés villageoises. Seuls les administrateurs comprennent cette loi-là. Donc pour me résumer, pour faire simple, les statistiques en termes d'occupation d'espace en système agro-industriel, on occupe à peu près moins de 2 millions d'hectares.
on dispose à peu près de 10 millions d'hectares de terres arables. Et sortez des Au Cameroun. au Cameroun. concret. Et ce sont j'ai du mal à vous suivre. ces terres arabes-là qui font l'objet de toute cette convoitise à l'heure actuelle. Sambaka, Oui. votre lecture de la gestion des terres. Non, pour bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut remonter à avant et même au niveau de la colonisation. Parce que au niveau de la colonisation, nos pays, nos terres appartenaient aux colons. Le colon est parti, nous avons eu nos indépendances, il était donc question qu'on puisse mettre en place des mécanismes pour que nous puissions nous développer. Je pense qu'à un certain moment, suite, n'est-ce pas, au comice agro-pastoral, le président Aïdio avait commencé une expérience, puisqu'on parlait de révolution verte, avait commencé une expérience, et notamment dans le CAM, où on devait mettre en place le vivre ensemble, où vous veniez de n'importe quelle communauté, on vous donnait une parcelle de terre, on vous accompagnait, et il y avait une société, dont Sodincam, qui devait encadrer tout cela. C'était un projet pilote qui devait prendre corps dans toutes les provinces. On commençait par l'ONCAM, ça allait suivre ailleurs. Ça, c'était la continuation du comice agro-pastoral et de l'option de l'État de pouvoir, n'est-ce pas, mettre dans l'agriculture. Ce qui se passe, c'est que les textes n'évoluent pas, parce qu'en réalité, ce sont ces chefferies traditionnelles avec les populations, ce sont avec la République, les communes, qui doivent avoir un regard et sur ces terres. Parce que les projets de développement sont encadrés par la commune. Les populations qui ont des terres peuvent aller dans les joint ventures précisément, et je pense qu'à un certain moment, il était question qu'une société étrangère, quand elle arrive, il faut que le Cameroun ait un pourcentage dedans. Il y avait une société, je crois qu'elle existe toujours, qu'on appelle la Société nationale d'investissement, SNI. Tous nos grands cadres ont fait le tour du monde pour être up-to-date. Et ils travaillaient là-bas. Et cette société prenait des parts dans les entreprises qui venaient de l'extérieur. Ils faisaient des projets pour le développement du Cameroun. C'est tout ça qui a été mis sous les noir, et qu'aujourd'hui, c'est les administrations compétentes qui règlent ces problèmes comme ils veulent, parce que la législation n'a pas suivi. Quand vous voulez arriver à quelque chose, vous vous fixez des objectifs. Et c'est en fonction de ces objectifs que vous mettez en place la législation. Or, quand la législation est bafouée, tout le monde parle de revoir cette législation, mais on ne fait rien. Même pas nos députés ne s'inquiètent, alors qu'ils ont des comptes à rendre aux populations. Personne ne s'inquiète, l'administration continue à jouer, et c'est ainsi que vous pouvez être dans votre commune. Vous apprenez que telle société va entrer parce qu'on a signé à partir de Yaoundé 100 000 hectares, etc., etc. Donc, il faut comprendre que dans cette affaire du foncier, nous avons toutes les possibilités de nous mettre up-to-date, comme on dit, à condition qu'il y ait cette volonté politique. Parce qu'aujourd'hui, c'est des rentes. Vous avez un sous-préfet, un préfet qui arrive, qui reçoit des instructions, et puis il vous appelle, il vous dit, bon ben voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Les terres de nos ancêtres ne nous appartiennent plus, ça appartient à l'État, et hier ça a appartenu aux colons. Or, l'État camerounais devrait faire un distinguo entre le colon, qui lui il est venu exploiter sa colonie, et puis lui, l'État camerounais, qui lui doit développer de manière participative avec les populations. Cette différence, on n'arrive pas à la faire. Le fonctionnaire continue à vouloir être la suite du colon blanc. Donc nous avons des colons noirs blanchis qui ne veulent pas
que la réglementation change parce qu'il voudrait bénéficier des avantages du colon. Le colon l'a fait pour développer la métropole. Nos administrateurs le font pour développer quoi? C'est ça la question fondamentale, d'où nous voyons comment est-ce que tout va à l'eau et que les entreprises entrent et que le Camerounais aujourd'hui pense que pour faire la moindre chose, doit obtenir des financements extérieurs. Pour faire un petit hôpital, il faut que l'Union européenne vienne donner de l'argent. Qu'est-ce que nous faisons? Pourquoi ne donc pas développer ce partenariat dont le maire parlait? Parce que rien qu'à partir de nos terres, nous pouvons être des partenaires, parties prenantes avec l'extérieur. On va prendre Joël Raphaël dans une minute, le temps peut-être d'écouter d'abord Élise sur cette question. L'État a-t-il bradé les terres, notamment à son partenaire chinois? Non. Vous êtes aussi catégorique? Oui, je suis catégorique. Parce que, justement, je suis surpris que c'est l'Institut Hopkins qui vient à sortir appelons ça ce déballage des terres achetées par les Chinois en Afrique, en plaçant le Cameroun en tête. Je suis surpris que dans la même foulée, le même institut nous sorte un classement des dettes des pays vis-à-vis de la Chine. Et que les Camerounais aient trouvé le boulevard pour s'engouffrer, pour parler de la malgouvernance de nos terres. Non, les terres du Cameroun ne sont pas vendues aux Chinois. Ces terres sont mises en concession. C'est 19 ans. Oui, ça s'appelle emphytéotique, c'est normal. Il n'y a même pas de problème à ce niveau. Le problème de la mise en valeur des terres, c'est même mieux qu'on le fasse et que ce soit les Anglais ou les Français qui disposent de nos terres. Parce que là, il s'agit d'un rapport entre un État et l'autre État. C'est plus dangereux. Or, là, il s'agit d'un rapport entre un État, qui est le Cameroun, et un partenaire commercial qui, à tout moment, va nous recevoir nos terres. Il se pose un seul problème. C'est comment est-ce que gérer la redevance foncière issue de cette terre. C'est là le gros problème. Et c'est là où moi j'interpelle ces hauts fonctionnaires-là qui reçoivent mensuellement ces redevances-là. Comment est-ce qu'elles redistribuent cet argent? Comment est-ce qu'une parcelle de terrain qui a été mise en concession à une entreprise X à Yabassi fera en sorte que cette redevance-là soit à 30, 20, 25% à la commune de Yabassi qui pourra créer des conditions de vie idéales pour ces populations, tout ça sachant que cette terre n'appartient pas qu'aux seuls habitants de Yabassi, puisque la même redevance devra aussi revenir à l'État central qui va redistribuer de manière normale à tous les Camerounais du Cameroun, sachant que la terre de Yabassi n'appartient pas qu'aux Yabassiens, ça appartient aussi à Zanké au sud, ça appartient aussi à Bébé Mikaï qui est là-bas. C'est ça la solidarité nationale. Troisième chose, il faut aussi qu'on arrête un peu de jouer avec nous. Je suis surpris que ce soit France 24, BBC, TF1, France 2, qui parle de la mainmise des Chinois en Afrique. Mais c'est très grave. Alors que dans le même temps, les mêmes Chinois achètent les terres en France. Les Chinois sont arrivés au niveau à Bordeaux où ils ont des vignes. Les Chinois viennent d'acheter 150 Airbus. Là, c'est normal pour eux, mais quand c'est chez nous, ça pose problème. Il s'agit d'un seul problème, c'est qu'il faut exploiter le sous-sol camerounais. Et aujourd'hui, là où je suis d'accord avec le géographe, c'est que le Cameroun est aujourd'hui le centre des convoitises internationales de notre sous-sol, qui est extrêmement riche et qui n'est même pas encore exploité. Je dis bien qu'il n'est pas encore exploité. Quand vous voyez le patron de Géovic arriver au Cameroun et proposer 244 milliards de francs pour étudier seulement le sol de Mouankou, il y a un problème derrière. Il y a un problème derrière. Donc, ce que je demande, c'est que la gouvernance suive. Que la gouvernance suive, que les redevances foncières issues des concessions qu'on fait aux expatriés, que ça revienne normalement le fruit de l'évolution des progrès sociaux de tous les Camerounais. C'est un faux procès qu'on fait. Joël Raphaël, bonsoir. Allô? Alors, je vais vous suggérer d'entrer de baisser complètement le volume de votre retour. Hein. Ça s'entend vraiment quand vous êtes en face de la télé. Donc, vous allez baisser complètement le volume de votre téléviseur et on va vous prendre. Bonsoir à nouveau. Bonsoir, je vous suis. Voilà, maintenant l'échange,
La qualité, elle est très bonne. Alors, on s'est parlé tout à l'heure, et vous disiez que, parlant du foncier, vous avez vécu une expérience que vous voulez nous faire partager. Oui, mon expérience porte surtout sur les procédures de concession. C'est le flou qui entoure les procédures de concession qui pose problème. Parce que nous sommes un jeune pays de 60 ans à peine, et pour cette raison, le fait de concéder des terres pose beaucoup de suspicions, surtout en ces moments de crise. Et les impacts des concessions sur la vie économique des États, sur les droits des peuples, sont de très grande importance, sont d'une certaine gravité en fonction du prisme dans lequel on le regarde. Donc, je vais revenir sur les droits fonciers. Et nous avons un texte de loi qui permet de faire des concessions à toute personne qui veut participer au développement de notre pays, notamment en matière agricole. Ça, c'est tout à fait légitime, c'est tout à fait normal. Mais le problème qui se pose réellement, c'est la procédure de mise en œuvre des concessions. Il n'y a aucune publicité qui est faite sur ces questions, qui engage la souveraineté de l'État. Parce que un pouce de terrain représente aussi la souveraineté de l'État. Donc, pour cette raison, il est tout à fait normal que soient mises en place un certain nombre de mesures pour que les populations sachent comment les choses se sont passées. Elles sont surtout surprises par le fait que la presse en parle. L'acquisition des terres dans le sud-ouest et qui couvrait même dans le Bongo par Heracles Farms a été surtout soulevée par les organisations de la société civile. Le gouvernement n'en parle pas. Revenons sur les terres, les questions avec les Chinois, le gouvernement n'en parle pas. Or, ce sont des droits, les populations ont le droit à l'information. Et l'acquisition des terres, les concessions commencent à poser des problèmes de droits de l'homme. C'est-à-dire, l'homme est mis, les problèmes de droits de l'homme sont mis en cause, notamment le droit à la vie. L'accaparement des terres provoque souvent des désespoirs pour les populations paysannes. Le droit à la terre, le droit à l'alimentation, le droit au travail, le droit à la santé et la formation, le droit de développement, le droit de vivre sur sa terre et le droit à avoir un environnement sain qui est prescrit dans le préambule de notre Constitution. Donc, il y a en même temps le droit des minorités et des groupes fragiles, le droit à la souveraineté alimentaire. Donc, quand vous voyez des concessions telles qu'elles se passent aujourd'hui, au Cameroun, il faut se poser des questions. Si ce n'est pas une crise de malgouvernance qui est en train de se mettre en place. Donc, c'est tout à fait normal. L'État est dans son droit de concéder des terres à des acteurs économiques qui sont prêts à les mettre en valeur. Mais nous ne devons pas ignorer que nous avons chez nous, au Cameroun, un schéma national d'aménagement du territoire et de développement durable. Et est-ce que les terres qui sont concédées, les activités des acteurs économiques qui travaillent dans l'agriculture tiennent compte de ce schéma? Ce schéma vient d'être adopté en 2016. Il a fait l'objet d'un travail très approfondi pour la République du Cameroun. Et il a coûté suffisamment cher de le mettre en place. Donc, la question qui se pose est de savoir si les concessions faites aux Chinois intègrent notre schéma national d'aménagement et de développement durable du territoire. C'est pour ça que les populations sont plus ou moins choquées de savoir que des gens peuvent venir d'ailleurs, on peut leur concéder des terres et ces gens s'installent, mais est-ce qu'ils s'installent dans un cadre légal? Est-ce qu'ils s'installent dans une stratégie de développement? Mais il ne faut pas simplement voir les Chinois, il faut aussi penser les accaparements des terres concernent aussi des Camerounais en interne qui s'accaparent 10 000, 20 000, 30 000 hectares qui ne mettent pas en valeur. Et ceux qui s'accaparent des terres sur le plan national sont surtout ceux qui détiennent le pouvoir, qui font partie d'une certaine oligarchie. Et cette oligarchie est dominante.
elle écrase les petits paysans. Parce que c'est une oligarchie, surtout administrative. Lorsque une mère doit traverser, une pauvre femme doit traverser son village, 8-10 km pour aller cultiver dans une forêt lointaine, c'est difficile parce que il devient de plus en plus difficile pour des familles, pour des communautés villageoises de s'organiser tout autour de leur terre, puisqu'on vient leur dire un matin que vos terres ont fait l'objet de concessions. Et certaines concessions, les études de géographie l'ont montré, ont couvert même des parcs nationaux. Le parc national de Korop a été couvert par la concession qui a été faite à Héraclès Fabre. Heureusement que les Camerounais se sont rattrapés, le ministre congolais a mis fin à cette concession, a mis fin à son applicabilité. Merci beaucoup, hein, merci de votre contribution à ce débat de ce soir. D'accord, c'est moi qui vous remercie. Oui, Pépin, vous voulez rebondir? Je voulais rebondir en important une nuance par rapport à la présence chinoise au Cameroun. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu des concessions entre l'État du Cameroun et les entreprises chinoises, qui est effective, notamment du côté de Nanga et Boko, la concession de 10 000 hectares que je connais. Mais il y a également le fait que les Chinois ont racheté les parts dans 2 ou 3 agro-industries qui sont installées au Cameroun. Notamment, c'est le cas des parts rachetées au niveau des VCAM qui étaient détenues par les Singapouriens, qui ont fait une extension du côté de Djoum, des VCAM de Niété. Ils ont créé une autre plantation au niveau de Djoum et ils ont vendu leurs actions aux Chinois. Ils sont repartis. C'est le cas également de la Sosucam en Banjo, où les Chinois ont acheté des actions. Ça veut donc dire que quoi, c'est tout ça qui est converti, du moins mis dans le calcul des 100 000 hectares que les Chinois détiendraient au Cameroun. Mais il y a un différent entre les concessions accordées par l'État du Cameroun et les actions achetées par les Chinois auprès des entreprises qui sont en faillite au Cameroun. Parce qu'il faut qu'on fasse le distinguo. Vous dites que sur cette actualité, c'est davantage une propagande malsaine. Je ne peux pas me prononcer de manière directe, mais je veux lever l'équivoque à partir des données qui sont vérifiables. Okay. Bon, maintenant, nous regrettons le fait que les Chinois s'installent de plus en plus sur le bassin de la Sanaga. Un bassin qui pourrait être l'objet des mises en valeur au niveau local et des créations d'emplois, tant dans le secteur de l'agriculture que de l'élevage, mais également dans le secteur des mines, la gestion des carrières de sable, parce qu'aujourd'hui, les Chinois pompent du sable à l'intérieur de la Sanaga, avec tout ce que cela peut comporter comme effets environnementaux, au mépris et au su des autorités administratives. Oui, monsieur le maire. Écoutez, il faut reconnaître une chose. Ne faisons pas de l'enfumage là-dessus. Dans la vie ordinaire, quand un monsieur concède ses terres, c'est qu'il est fauché. C'est qu'il est au bout du rouleau. Cette histoire révèle que le Cameroun n'a pas une politique de gouvernance foncière. Le Cameroun n'a pas une vision agricole. Le Cameroun n'a pas une vision productive. Vous ne pouvez pas concéder des terres dans un pays qui importe. Pour faire l'industrie basse-colle, nous importons. Pour la provenderie, nous importons. Pour tout ce que nous avons besoin, nous importons. La terre est l'élément clé de l'autonomie et de la sécurité alimentaire, voire de la compétitivité nationale d'un pays. Ce pays n'a pas une politique foncière sérieuse et n'a même pas de vision. L'Organisation de l'alimentation et de l'agriculture dit ceci. Dans 20 ans, il faudra trouver de terres supplémentaires pour nourrir la planète. C'est à ce moment-là que vous concédez les terres à des multinationales. Je dis non. Le Cameroun n'a pas besoin d'en arriver à la concession des terres. On a échoué, on est resté dans une vision trouble et floue de la production. Il faut changer de système de production. Il faut permettre aux Camerounais de manger moins cher. Il faut permettre aux éleveurs d'avoir du maïs moins cher. Il faut permettre à tous ceux qui font la production de la bière, là, à partir de la matière première locale. Vous avez des milliers, des millions de tonnes qui s'importent chaque jour, des Camerounais qui chôment, qui ne travaillent pas. Pendant ce temps, vous concédez des terres à des multinationales pour faire tourner les industries et que nous soyons juste des assistés. Cet assistanat ne passera pas. Il faut arrêter cela. On doit mettre en valeur toutes ces terres.
On ne peut pas demander à des villageois de compétir avec des multinationales. Ils viennent avec des tracteurs, etc., des broyeurs, etc., pendant que les femmes, nos mamans doivent mettre ces terres en valeur avec la machette, la lime et la houe. Vous dites qu'ils n'ont pas mis en valeur, vous leur avez donné quel moyen pour mettre en valeur? Monsieur, je dis, on a échoué. Cette agriculture de deuxième génération dont on parle, c'est pour quand? C'est à 2035, à 2800, je ne sais pas combien. Dites-nous. Vous avez échoué et reconnaissez-le. Ne vilipendez pas nos populations. Les populations rurales ont besoin de ces terres. Et je dis encore... J'espère que ce n'est pas une fixation supérieure. Non, parce que je suis en train de voir des gens qui veulent expliquer le faux et le flou. Non, c'est-à-dire que du tout, monsieur le maire. La concession foncière ne s'explique pas au Cameroun. Entre vous et moi. Non, c'est pas à vous que je m'adresse. Je parle à l'auditoire. Il faut que les Camerounais sortent pour dénoncer cela. Parce que moi, je présente... C'est pas à Pépin que je m'adresse. Je suis scandalisé et choqué de voir des juristes se lever pour dire que c'est la loi qui permet de concéder. Mais c'est des lois injustes. C'est des lois injustes. On ne peut pas mettre en compétition une vieille femme de Ndogbele ou de Dondak ou de Niamtan avec un monsieur qui vient avec... Vous ne direz pas que la loi est injuste. La loi, elle est injuste. En fait, elle ne s'adapte plus à l'évolution. Elle est injuste et je l'explique. C'est une loi. Oui, qui est fondamentale par rapport à la consommation chinoise qu'on n'approuve pas. La Chine, c'est 1,350 milliard d'habitants. Elle doit nourrir une population. Elle ne dispose que de 12% de plaine sur son territoire qui fait à peu près 9 500 000 km² de superficie. Donc elle se focalise davantage, comme disait monsieur le maire, vers les pays qui ont des législations faibles. Et elle le sait. La masse monétaire chinoise aujourd'hui est évaluée à peu près à 19 milliards de dollars. La Chine dispose de liquidités fraîches pour faire du business. Et Dieu sait c'est que pour faire du business dans ce monde-ci, le frais est un élément accélérateur. Quand ils arrivent donc dans les pays qui ont des législations faibles, ça passe comme une lettre à la poste. Comment explique-t-on qu'on prête de l'argent chez quelqu'un et puis on m'attend dit que non, la personne a annulé votre aide? Mais ça se balance forcément avec des concessions foncières, il faut le dire. Et je suis d'accord avec M. Maire quand il dit que notre politique agricole a échoué. Aujourd'hui, vous voyez par exemple que on est toujours au stade des cultivateurs. Et pourtant, nous devions muter vers le stade des agriculteurs, c'est-à-dire des fermiers noirs, installés sur leur terre avec titre de propriété, avec des possibilités de faire des joint ventures à travers le monde, avec cette ouverture des marchés, de vendre leurs produits à travers le monde. On a au Cameroun à peu près 2 types de climats qui ont des sous-climats. Ça veut dire qu'on peut produire une variété de produits agricoles qui peuvent s'adapter sur le marché international, y compris le blé. On a produit du blé à Wassandé, à 80 km de Ngaoundéré. C'est un projet qui est lettre mort. Aujourd'hui, on a installé les jeunes agriculteurs sur cet espace-là. Si on a produit du blé en Ngaoundéré, si on produit de la pomme de France du côté du Mungo, ça veut dire que le potentiel agricole au Cameroun n'est pas exploité. Il est inadmissible qu'on forme des agriculteurs à la FASA et on les installe dans les bureaux climatisés à Yaoundé. Ils sont eux qui devaient être les leviers de la production camerounaise. Il faut revoir notre politique agricole. Il faut qu'on installe les agriculteurs sur des parcelles qui sont anciennes, avec des équipements spécifiques. Tous les pays font de leur développement sur l'agriculture. Les États-Unis cultivent sur 400 millions d'hectares. Le Zimbabwe, qui est un pays qui est nettement plus petit que le Cameroun, cultive sur 5 millions d'hectares en agro-industrie. Ce n'est pas pour rien que dans les années 80, ils étaient considérés comme le grenier d'Afrique, avec à peu près 7500 fermiers blancs. Aujourd'hui, ils sont à peu près à 4500. Et leur agriculture, malgré le fait que l'économie est en berne, continue toujours à fonctionner. Donc c'est de ça que monsieur le maire parle. Il faudrait qu'on retrouve le vrai potentiel agricole camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, avec toutes les spécificités. Élisa. Oui, j'aime bien cette solidarité que je vois sur le plateau. Parce que... Elle se dessine, monsieur le maire n'est pas mon ami. Et on se tire dessus. Les téléspectateurs peuvent faire le constat. On va écouter Élie. Sans commentaire. J'étais renvoyé à la monnaie. Sans commentaire. Voilà. Non, j'aime bien cette solidarité que je vois sur le plateau parce que autant je suis surpris qu'un élu tire comme il le fait sur l'État central, autant je voudrais qu'il comprenne qu'il est l'élu d'une localité. Et qu'en tant que tel, l'élu d'une localité est celui-là même qui développe sa localité.
On parle de l'agriculture. Parce qu'on parle. Je tiens d'abord à dire ici que aucun pays au monde ne résiste à l'ogre chinois. Le procès qu'on veut nous intenter et qui est en train de se dessiner, qui divise les Camerounais aujourd'hui, est un procès intenté par les Occidentaux. Parce que eux-mêmes chez eux, les Chinois occupent 3, 4, 5 fois les terres cultivables là-bas chez eux qu'ici au Cameroun. Nous sommes même bien lotis. Nous sommes même très forts de résister à l'ogre chinois. Nous sommes très forts. On aurait vendu tout le Cameroun. On aurait vendu votre chambre aux Chinois parce qu'ils ont du cash, comme il a dit. On ne fait pas la fine bouche avec un pays qui souffre 250 Boeing en une commande. Dans le RDPCE. On ne fait pas la fine bouche avec un pays qui s'offre 150 Airbus. On ne fait pas la fine bouche avec un pays qui est en train de dépasser le premier vendeur de smartphones dans le monde. La Chine est l'ogre mondial actuellement. Les problèmes internationaux de commerce au niveau de l'OMC, c'est justement la guerre entre la Chine et les États-Unis. Les États-Unis sous-tendus par tous les alliés occidentaux capitalistes. Ils veulent maintenant venir importer leurs problèmes en Afrique. Pourquoi en Afrique et pourquoi au Cameroun? Le cobalt. Parce que nous avons, lors de la dernière carte minière qui a été refaite par le nouveau ministre des Minéraux, nous avons sorti des minéraux rares qu'il n'y a pas ailleurs. Ils ont besoin de ça pour exister. Le procès qu'on nous fait là, c'est donc ça. C'est qu'il y a une réorientation de la politique managériale camerounaise, notamment celle des terres, envers de nouveaux pays. Et les nouveaux pays qu'on appelle la Chine, la Russie, la Turquie, le Brésil, tout ça là. Mais pour reprendre un peu, maintenant, Pépin, on aurait pu s'éviter ce procès s'il y avait une clarté, une visibilité. J'y arrive. Okay. Justement, j'ai parlé dans l'entente de mes propos de ce flou qu'il y a dans les concessions de terre, parce qu'il y a beaucoup d'argent, M. Dipita. Il y a énormément d'argent là-dedans. Alors le flou est entretenu de manière expresse parce qu'il ne faut pas que les uns et les autres sachent de quoi il s'agit. Il est donc clair que c'est inconcevable qu'on signe 14, 15, 20 000 hectares de terrain qu'on concède à une entreprise étrangère sans que le maire de la commune concernée ne soit partie prenante de la signature. Lui qui représente les populations. C'est dangereux à ce niveau-là. Sans que l'approche IMO ne soit respectée, c'est-à-dire haute intensité, c'est-à-dire que même les enfants du coin en profitent, pas spécialement les enfants du coin, même nous aussi nous avons, mais d'abord les enfants du coin. Voilà, d'abord eux. C'est de ça qu'il s'agit. C'est le savoir. Il faudrait aussi qu'on regarde d'autres paradigmes, M. Dipita. L'agriculture, oui. Mais il y a d'autres sources de léger. Il y a des pays qui sont développés sans agriculture. Comme quel pays? L'Éthiopie ne fait pas d'agriculture. L'Éthiopie a concédé à peu près 7000 hectares de terre aux Occidentaux. J'y arrive. 7000 hectares. 700 000 hectares. Sauf que tout à l'heure, vous avez tiré sur votre pays qui n'a pas de vision foncière. Vous encouragez l'Éthiopie. Vous dites forcément c'est les choses que vous n'avez pas. L'Éthiopie a concédé énormément de terres aux Occidentaux. Je vous en prie, pas, on va l'écouter. Il y a des pays qui sont développés avec l'écotourisme, le tourisme. Comment se fait-il? Il faut aussi qu'on interroge nos élus. Pas le maire en tant que tel, les conseils municipaux qu'on envoie dans les mairies. Comment se fait-il qu'un pays, une commune, qui a le potentiel agro-touristique, écotouristique, des mangroves, de plages, ne puisse pas développer lui-même son tourisme pour faire venir des étrangers et qui donneront de l'argent à cette commune? Comment se fait-il qu'une commune ne puisse pas savoir qu'il y a une université implantée dans son territoire et pendant 20 ans n'arrive pas à construire une mini-cité qui lui appartient pour développer la vie autour de sa commune, et que ces mini-cités soient construites par des particuliers ou des Chinois, même, disons les Chinois. Il faut aussi qu'on revoie la qualité de nos... Maintenant, pour finir l'agriculture, je suis surpris ici. Est-ce que vous savez combien d'argent sont dans les projets agricoles au ministère de l'Agriculture? Combien d'argent? Ça fait 4 ans que le PIDMA renouvelle pendant 4 ans son budget de 13 milliards de francs par an. Parce qu'un jeune n'arrive pas à monter un projet agricole fiable, le déposer sur la table et dire que je veux qu'on me finance. Nous aussi allons un peu de ce côté-là, voir de ce côté-là.
Est-ce que le développement de l'agriculture... Est-ce que vous êtes sérieux? Je suis très sérieux, M. Pépé Bikaï. Il faut qu'on interroge... Je n'ai pas sûr. Non, je suis... Non, laissez-moi terminer. Sambaka va dire un mot pour vous allez. Il va dire, est-ce que vous interrogez aussi cette remise au budget de ces budgets-là qui ne sont pas fonctionnels et qu'on met au cours de l'année budgétaire à ceux-là qui doivent financer. Maintenant, je tire sur ceux des nôtres qui n'arrivent pas à faire démarrer un tracteur. Je tire sur ceux des nôtres qui détournent l'argent qui est issu des projets. Je tire sur tous ces gens-là. Mais il faudrait que ça ne soit pas une histoire de toi tu es là-bas, moi ce qu'il en fait, c'est tu roules les autres. Et pour terminer, le Cameroun n'a pas de problème de financement. Le Cameroun a de l'argent. Le Cameroun a de l'argent. Les avoirs à la BEAC, 61% sont détenus par l'État du Cameroun, à la BEAC. 61% des avoirs de la BEAC sont détenus par l'État du Cameroun. En 2018, l'État du Cameroun lance un emprunt obligataire. On voulait 150 milliards. Les Camerounais ont souscrit à partir de la mobilisation de leur épargne nationale dans les banques commerciales à 3 fois ce qui a été demandé. Donc ça veut dire que les Camerounais ont confiance en leur État. Les Camerounais peuvent financer les projets de leur propre pays. Merci. Il suffit de savoir demander. Il y a donc question de nous rasseoir et de travailler dessus. Ce n'est pas comme ça qu'on va y aller. Sambaka a-t-il pris la demande? Je suis d'accord. S'agissant Je voulais de te la question remettre, ça va foncière. devenir une émission de toi et moi. Moi, je pense qu'il faut qu'on soit sérieux. On sort de la colonisation, on est dans nos indépendances. Nos institutions sont mauvaises. Voilà quelqu'un qui vient, il vous parle de la commune. Une commune dans un pays où, pour avoir un banc, il faut que Yaoundé réagisse. Et vous demandez à cette commune-là de mettre en place des projets alors qu'il y a des méthodes institutionnelles qu'on appelle la décentralisation, le fédéralisme et autres, qui puissent permettre à nos communes de devenir des vecteurs de développement. Qui sont coincés, bloqués. Donc moi je pense que on ne peut pas insulter l'intelligence des Camerounais. Les Camerounais savent que pour se développer, il faut avoir une certaine autonomisation du pouvoir décentralisé. On ne décentralise pas le budget. Comment voulez-vous qu'une commune qui n'a pas une législation appropriée puisse imposer un partenariat avec une société étrangère? Les jumelages. Les jumelages pour apporter quoi? Les lits d'hôpitaux? Oui, la décoration. Alors moi je vous dis, Les mairies sont développées. je vous dis encore une fois que votre logiciel est dépassé. Votre logiciel est dépassé parce que ce n'est pas les lits d'hôpitaux qu'on attend. On attend un développement. Et vous-même vous dites que nous avons de l'argent à la BEAC. Oui. Mais nous attendons que l'Union européenne vienne tout nous donner. Nous attendons que La Chine. la Chine vienne tout nous On donner. les concède des terres facilement aussi. Non, il faut qu'on soit sérieux. Je pense que la première chose qu'il faut faire dans ce pays, c'est de réorienter notre administration. Notre administration n'est pas une administration de développement. L'administration camerounaise, c'est qu'il collecte les impôts. C'est pour cette raison qu'on va donner 100 000 hectares et on va attendre la taxe foncière. Non, les Camerounais sont plus que cela, sont plus que la taxe foncière. Alors cette taxe foncière, il faudrait que la commune ait un peu, il faudrait que le pouvoir central ait le tout. Non, il ne s'agit pas de cela. D'Agropole de Yabassi. Alors c'est vous qui l'avez fermé. Vous qui? Je dis que vous l'avez fermé. Vous qui? Moi je peux vous dire, la genèse de l'agriculture. On va pas traiter les questions de Yabassi, on parle des questions la jeunesse. Cameroun. Non, je suis même l'agriculture de Yabassi, c'est tout le Cameroun. L'agriculture, je vous en prie. Les Camerounais sont les Ghana des 4 points. l'agriculture, c'était un choix du gouvernement qui avait estimé que le pétrole, on pouvait le mettre entre parenthèses parce que avec l'agriculture, le Cameroun pouvait se développer. D'où la révolution verte. On a mis en place ces mécanismes-là pour que l'agriculture se fasse. Mais vous allez comprendre que au fil du temps, même ce qui était acquis a été détruit. Moi, j'entends dire que la SNI existe encore. Oui. Mais elle fait quoi?
elle gère le reste qu'on n'a pas bradé. Elle a des parts d'action. Alors, c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas que la SNI ait des parts d'action. La commune a le droit d'avoir des parts d'action sur les terres qu'il y a dans la commune. Prioritairement, même en Vous comprenez? La société qui vient de l'extérieur, qui vient entrer dans la commune, n'a pas de taxes à payer, il a des dividendes à partager. Tout simplement. C'est de ça qu'il s'agit. Un mécanisme basique. Donc, si nous ne comprenons pas cela et qu'on reste dans le schéma du colon, parce que le problème de notre administration, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils ont hérité de la colonisation et ils n'ont pas changé. Ils ne se sont pas rendus compte qu'on est entre nous maintenant et qu'il faut se développer. Donc, l'administration n'est plus les facilitateurs, l'administration n'encadre pas, l'administration sévit et réprime. Merci. Jacques. Voilà le problème du Cameroun. Monsieur le maire. Je voudrais dire à ceux qui nous regardent, à tous les Camerounais, que vous pouvez par vous-même observer la mauvaise foi. La mauvaise foi de ceux qui nous gouvernent. Des gens qui veulent justifier qu'ils bradent vos terres. Je connais plusieurs chefs traditionnels qui, depuis plus de 30 ans, essayent d'atteindre la superficie de 5 hectares sans succès. Ils viennent de vous dire qu'ils ont des milliards qui dorment dans les banques et qu'ils ne sont pas capables de vous les donner pour valoriser. C'est pour ça que nous devons sortir de cette spoliation foncière entretenue par le système pour faire passer à l'Assemblée nationale une loi foncière nouvelle qui fait du patrimoine foncier de chaque communauté son apport dans les agro-industries de demain à hauteur de 25%. Cette loi doit passer pour que vous deveniez des partenaires agro-industriels demain et puis des esclaves de multinationales. Nous devons nous lever comme un seul homme pour dire stop à cette spoliation foncière qui nous a fait tant souffrir et a fait de nous les derniers de la nation. S'il y a de l'argent dans les banques, nous mettrons cet argent pour créer des coopératives d'utilisation de machines agricoles dans chaque commune. On fera une dotation de 250 millions pour la mise en place de coopératives d'utilisation de machines agricoles pour que chaque village puisse s'approprier son patrimoine foncier. On ne vous mettra pas en compétition avec des multinationales qui viennent avec de gros moyens pour arracher vos terres. La loi foncière du Cameroun est une loi injuste. Nous devons mettre un terme à cette loi. Et on ne peut plus accepter que des gens viennent nous donner le sentiment que rien n'a été fait. Rien que la décentralisation les a dépassés. Et je dis, tous les Camerounais de tous les villages doivent se lever comme un seul homme pour annuler cette loi foncière et faire de nous des actionnaires dans les projets agro-industriels de demain. Et c'est possible. Vous avez parlé de décentralisation. Ce serait une solution en vue de résoudre les questions foncières? La décentralisation passe d'ici. Pourquoi? Parce que la responsabilité foncière est transmise à la source. D'accord. Mais mieux encore, il faut qu'une loi protège les riverains. Que chaque village considère son patrimoine foncier comme un apport. Et l'État est là pour accompagner cela. Et nous pouvons le faire. On l'a fait dans d'autres pays, nous pouvons le faire au Cameroun. Les coopératives d'utilisation de machines agricoles, c'est possible. Vous avez des tracteurs qui ont été abandonnés dans la nature. Tous ces mamans-là, je pense aux Madame Massor, je pense aux Yvette, je pense à tous ces hommes, Majesté Bendé, tous ces hommes qui font l'agriculture, mais qui depuis plus de 30 ans n'ont pas pu sortir de leur misère. Et un mot pour terminer dessus, et puis on dit quelques lignes sur les logements sociaux. Oui, autant il faut une nouvelle administration, autant il faut de nouveaux élus. Et oui, on va le faire. Il faut aussi qu'on sache que les élus à la base doivent aussi on va le faire. On va changer tous ces hommes. On peut être maire d'une commune dans ce pays et développer cette commune en attendant que la transition arrive et vous trouverez juste avec un surplus monétaire, vous aurez développé votre pays. Il suffit d'être inventif. Non, il faut qu'on essaie un peu de recadrer la pensée de M. Non, merci. Pas qu'à l'État de changer la pensée. Ok, je vais m'essayer. Dans une commune, il y a les élus et il y a ceux qui gèrent la commune. Il y a par exemple le secrétaire général de la commune qui n'est pas voté. Et il y a le receveur municipal qui n'est pas voté, ou alors qui n'est pas sous l'autorité du maire. Et en réalité, ces deux personnes-là sont les personnes qui peuvent bloquer
les initiatives d'un maire. Je ne suis bloqué par rien. Voilà. Je suis bloqué par le transfert des ressources. Voilà. Mais il y a des receveurs de mauvaise foi qui... Ça arrive, surtout pour ceux qui viennent de l'autre côté. Ça arrive régulièrement. Vous avez dans ce pays... un jour... Non, c'est lui qui sait son cas est spécifique. Son cas est spécifique, mais c'est le cas de la plupart des communes de l'opposition. Ils sont bloqués par le secrétaire général, même si on met la machine passante de la commune, et accessoirement par le financier de la commune. Certaines mairies ne feront rien si on leur donne 1 milliard à chaque mois. Monsieur Maboula, c'est un cas de jurisprudence. Merci. Vous savez que sur le terrain, c'est une transition se pose. Allez dans son école. Une transition est la mauvaise foi ne nous avance pas. On a échoué, il faut se relever. C'est tout. Et c'est le moment de se relever. Merci. Que chaque village se lève pour défendre. Non, je dis ce qui est. Transition, et puis on parle des logements sociaux en une vingtaine de minutes. Alors déjà 340 appartements ont été achevés et réceptionnés, 1175 seront redistribués cette année, mais d'abord une cinquantaine de ces appartements ont été remis par le ministre de l'urbanisme et de l'habitat. C'était dans le lot de 10 000 annoncés depuis plusieurs années déjà. Le procès de remise s'est fait à Douala et à Yaoundé, Mbanga Bakoko pour ici, Olembe pour Yaoundé. Et puis la question est de savoir si l'on sort progressivement de ces blocages-là, parce qu'on le sait, c'est une question qui a longuement occupé les esprits des gens et ont investi de l'argent. Ils ont mis leurs épargnes pour avoir des logements sociaux et puis la procédure a longuement traîné. Et aujourd'hui, sans Bakar, on peut dire que c'est comme un coup de pied dans la fourmilière. Ça peut commencer à respirer dans ce sujet de logements sociaux-là. Déjà, tous les experts ont dit que ce n'est pas des logements sociaux qui répondent, n'est-ce pas, à la bourse des Camerounais. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, on a vu qu'il y a beaucoup de choses qui se sont faites dans la précipitation, au point où on déplore le fait que vous allez entrer dans une maison, on n'a pas encore d'adduction d'eau, ni d'électricité. Tout ça, ça pose des problèmes. Maintenant, la rupture qu'il y a eu entre les premiers logements dits sociaux au Cameroun et ce qu'on essaye de faire aujourd'hui a créé véritablement une distance qui a amené plutôt les populations à chercher leurs logements sociaux dans les marécages où ils se sont tant bien que mal, n'est-ce pas, trouvé un bout de terre. Alors, les logements sociaux, quand on vous donne le prix du logement social et qu'on se rende compte des salaires des Camerounais, ça pose un certain nombre de problèmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en d'autres termes que si moi j'ai beaucoup d'argent, je peux avoir des logements sociaux que je vais mettre en location, peut-être en spéculant, en se disant que, bon, petit à petit, le foncier va prendre l'envergure et puis je pourrai toujours le revendre un peu plus cher plus tard. Donc ça permet encore aux gens qui ont de l'argent de pouvoir spéculer. Et très souvent, les logements sociaux qui sont bien placés, qui sont bien faits, avant même qu'ils ne soient terminés, c'est déjà attribué à une certaine classe. On a même dit à un moment qu'il y avait des logements sociaux qui avaient été faits uniquement pour la présidence. La présidence. Oui, donc vous voyez, c'est très embêtant. Ils ont acheté, la garde présidentielle a acheté ces logements. Oui, mais eux, ils ont les moyens d'acheter, mais les autres n'en ont pas. Donc, en réalité, les logements sociaux qu'on fait ici à Douala, déjà qu'il y a eu une rupture au niveau de... Vous voyez, le ministre arrive pour essayer d'accélérer. Au lieu d'avoir, je ne sais pas, 11 000 logements sociaux, 10 000 logements sociaux, on va d'abord se contenter de quelques logements sociaux. Bon, c'est un fait d'annonce qui, pour moi, ne peut pas nous mettre à l'aise. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas dire qu'on a atteint un objectif. On n'a atteint aucun objectif. On a commencé à faire quelque chose et on le montre aux Camerounais comme si c'était un pari. Le Cameroun peut faire des logements sociaux. Le Cameroun doit faire des logements sociaux. Ce n'est pas un trophée que de montrer
300 logements sociaux sur 10 000 attendus. Donc je dois dire qu'avec ce gouvernement, on a toujours dit oui, c'est quand même un commencement. On a toujours trouvé des palliatifs de ce type-là. Tout n'est pas parfait, mais c'est à parfaire. Nous, on est fatigués de ce langage-là. Quand est-ce que les logements sociaux étaient prévus? Combien de logements sociaux étaient prévus? Et est-ce que ça a été réalisé? C'est comme ça qu'on mesure. C'est comme ça qu'on voit si les choses marchent. Mais si quelque chose prend 10 ans de retard, 5 ans de retard, on a échoué. Il faut le dire. Maintenant, on est au rattrapage, tout simplement. Eh bien, Bikaï. Oui, logements sociaux au Cameroun, il faut d'abord dire que c'est un projet qui commence pratiquement en 2010. Et en 2009, là je réponds au monsieur le maire, moi je ne sors pas de l'école, je rentre toujours à l'école. Il y a une équipe d'enseignants d'université qui avait commis un ouvrage dirigé par le feu professeur Eboussi Boulaga, intitulé L'État du Cameroun, où on faisait à cette époque-là les besoins en termes de logement décent au Cameroun. Et à cette époque-là, on parlait d'un besoin de 1,5 million logements que l'État du Cameroun, alors que le Cameroun aurait besoin pour se loger de manière décente. Et en 2010, on a mis un projet de 10 000 logements. Et on arrive aujourd'hui, en 2019, à donner les clés à peu près 50 propriétaires. Parce que le projet de Douala du site de Mbanga Bakoko devait fournir à peu près 1175 logements sociaux. Donc, pour dire que, en réalité, lorsqu'on essaye un peu d'interroger les prix de ces logements sociaux-là, parce que c'est un peu, comment on peut dire, de la location-vente, on se rend compte que ce n'est pas à la bourse du petit Camerounais. C'est-à-dire, c'est un logement qui est destiné à la classe moyenne, entre guillemets, constitué des hauts cadres d'administration publique et privée. Donc, on va dire que la plupart des Camerounais de petites fortunes, de petits salaires, ne pourront pas avoir accès à ces logements sociaux. Il ne faut pas oublier que le SMIC au Cameroun est de moins de 40 000. Donc, c'est-à-dire, ils sont radicalement exclus. Parce que le logement coûte entre, ce que j'ai vu, entre 17 millions et 23 millions. Il s'est dit même qu'il y a des spéculations, ça peut aller plus que ce montant en fonction du premier acquéreur qui voulait le céder à un second acquéreur qui peut également le céder à un troisième acquéreur. Donc, dans le logement social, on peut plutôt dire qu'on a pensé à mettre sur pied un projet de logement de la classe moyenne. Comme disait M. Sambaka tout à l'heure, on peut construire des logements sociaux à bas prix au Cameroun. Parce qu'on se dit, si on construit le prix, on fixe le prix du mètre carré de logements sociaux à 80 000. Avec sur 100 mètres carrés, on peut avoir à peu près un logement social à 8 millions. Étant donné que c'est l'urbanisation verticale. C'est-à-dire on a un espace de 100 mètres carrés, on peut le rattraper en hauteur. Donc, notre logement social devrait normalement coûter moins cher par rapport au prix qui est pratiqué actuellement. Dans une ville comme Douala, qui a une forte demande en termes de logement, qui attire énormément parce que c'est une ville attractive, les besoins de logement sont de plus en plus pressants. Et malheureusement, ou heureusement, c'est la quatrième cité, la cinquième cité que c'est d'autres la ville. Après celle de la cité des Palmiers, Kotor, Bounamissa, Dimakepe, et maintenant on a Mbanga Bakoko. C'est une bonne nouvelle, mais on en demande plus. C'est-à-dire on peut non seulement pas construire des logements sociaux, mais on peut davantage structurer les autres quartiers qui ont été mal urbanisés et qui peuvent faire l'objet de d'autres chantiers pour avoir un logement décent. Il y a des mécanismes qui existent. Ça a été expérimenté dans d'autres pays, notamment en Afrique de l'Est, avec grand succès. Jacques Maboulam, justement la question du coût d'acquisition de ces logements est celle qui revient le plus. Écoutez, la colboxeuse n'aura jamais un logement là-bas. Le Ben Skinner n'en aura pas, le paysan encore moins. En même temps, a priori, sociaux, là, c'était peut-être pour les bourses moyennes, non? C'était pas forcément pour la classe. Et quand vous prenez 50 logements pour aider vos frères qui aiment bien tout vendre l'indéfendable, je salue déjà le dynamisme du ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat qui a boosté pour que ça sorte de terre. Vous avez 50 logements, après 37 ans, ça fait 1,35 logements par an. C'est pas confortable.
Donc, déjà, il faut dénoncer le fait qu'on ne construise pas assez dans ce pays. Pourtant, ça pourrait créer de l'emploi. J'en profite pour dire à mon frère et ami Zan qu'en 2014, j'ai initié un projet qui s'appelle la Cité de l'émergence à Yabassi. Je remercie le ministre André Aïssi Eyebe qui m'a donné un DUP en 2018, en 2019. Vous comprenez? DUP, déclaration d'utilité publique. Okay. En 2019, de 2014 à ce jour. Vous comprenez que tous mes partenaires italiens, anglais qui voulaient investir sur la cité d'émergence, certains m'ont dit "Your country is not ready for development", parce que la cité de l'émergence c'était tout un nouveau concept résidentiel, une éco-cité avec music hall, logement, résidence et tout ça. Donc vous avez un pays qui veut tout gérer au niveau central, pendant que nous, à la périphérie, nous voulons faire des choses et rien d'avance. Aujourd'hui, nous obtenons la DUP, je vous le dis encore. Pour passer à la phase titre foncier, j'ai un investisseur immobilier reconnu mondialement qui veut faire de ce site un site particulier. Pour passer au titre foncier, monsieur, on vous demande pratiquement les frais administrativement. Vous êtes à près de 20 millions. Entre la descente du préfet, entre le gars du cadastre, je vous le dis, chiffre à l'appui, vous êtes à 20 millions. Dans un contexte où il y a une pénurie financière. Conséquence, on ne peut pas mettre le titre foncier à la disposition des investisseurs. Et vous voulez qu'on reste à regarder des gens qui s'engraissent pendant que nous on meurt? Non. Je dis à monsieur Zan, vous êtes sincère, mais sincèrement dans l'erreur. Nous avons fait beaucoup de choses à Yabassi. Et la cité d'émergence, c'était comme on dit la série sur le gâteau. On voulait couronner notre mandat avec cette cité de l'émergence. Et quand vous voyez aujourd'hui les lenteurs, les lourdeurs, on a fait pas mal de choses avec certains ministres volontaires et dynamiques qui ont compris qu'il y avait une nouvelle ressource à Yabassi. On a réalisé plein de choses. Mais cette cité de l'émergence, c'était pour montrer qu'on peut faire beaucoup de choses en si peu de temps. Et tant qu'on ne va pas remettre à l'ordre le fonctionnement de l'État et mettre en valeur, rendre opérationnelle la véritable décentralisation. Monsieur Dipita, le logement sera toujours inaccessible. Parce que s'il y a du logement partout, les gens ne viendront pas à Douala squatter. Et moins il y a la demande, plus le prix baisse. Absolument. Donc, c'est une logique. Permettons à chaque maire de créer au moins 50 à 100 logements chaque année en décentralisant, en faisant en sorte que les mairies puissent avoir des titres fonciers et faire en sorte qu'il y ait des partenariats pour rentabiliser ces espaces. Douala est saturé, Douala étouffe et on pourra créer de l'argent, employer tous ces jeunes. Ça ne sert à rien de venir faire une politique qui tue le Cameroun. Et c'est dans cette démagogie politique-là que nous allons tous mourir comme des petits cons si nous ne regardons pas la vérité en face. Seule la vérité va nous libérer dans ce pays, monsieur Zan. Elie, vous intervenez pour ressortir de cette émission sur la question évidemment de logements sociaux en amont. Oui, bon, il faut quand même qu'on dise que voilà le maire qui, dans sa dernière parole, pose justement la qualité du maire qu'on veut au Cameroun. Ce n'est pas toujours celui-là qui attend les retombées de l'État central. Voilà un projet qui a été torpillé. Si tu as dit que ce qu'il dit est vrai, nous devons nous tous nous lever. Je vous ai cité le ministre Henri. Moi, il dit, je suis obligé de le soutenir dans ce combat. Parce que j'ai vu les plans de la cité d'émergence. J'ai parlé ici de son action dans la production des pastèques. Donc, voilà aussi que les maires peuvent faire certaines choses. Bon, maintenant, quand il revient au niveau de l'habitat, je voudrais dire que 10 000 logements sociaux, c'était un projet, M. Vikaï. Un projet. Et un projet a une phase. Dit la même chose. Un projet a une phase pilote, d'essai, et on voit maintenant les aménagements qui suivent. Nous sommes d'accord. 1675 logements sociaux sont sortis de terre entre Baga Bakoko et Olembe à Yaoundé. 500 à Olembe à Yaoundé opérationnel, 1165 à Douala. 75. Donc la phase solennelle a été ce jour-là, la remise de 50. Ce n'est pas qu'il y a 50 seulement, non.
Je vais vous parler maintenant d'une autre coopération entre la Chine, qu'on insulte les jours au Cameroun, qui a sorti toujours dans la même zone 33 immeubles de 660 appartements qui sont déjà commercialisés. 70. Bon, qui sont déjà commercialisés. Mais vous savez, ça, vous n'avez pas parlé de ça. Parce que aujourd'hui, le politicien. Est-ce que je dois me donner ok. Maintenant, je voudrais aussi vous parler, par exemple, de l'ouverture de l'ouverture au secteur privé. Oui, là, l'État a quand même fait quelque chose de bon en s'ouvrant au privé, en leur permettant qu'ils viennent aussi investir. Mais maintenant, ce qu'il faut dire aussi ici, c'est que c'est vrai que quand on apprend qu'un T4A fait 15 millions, un T4 c'est 5 millions, quand il T4, c'est-à-dire 3 chambres plus un salon, c'est difficile pour le Camerounais lambda. Mais il y a aussi quelque chose d'extraordinaire chez les Camerounais, c'est que je ne comprends pas comment est-ce qu'une complexeuse, un Benséquinais, a un domicile à Yatika. Comment il a fait pour s'acheter ce terrain? Il a cotisé tous les dimanches. Mais au même moment, nous le plaignons ici en disant que si on va sur un ratio de 8 millions, 8 millions, ça veut dire quoi? La bonne innovation pour se dans ces logements sociaux, c'est que la première phase qui avait constitué les cycles de Makepe et tout, c'était en état de locataire. Maintenant, nous sommes dans l'état de propriétaire. Et espérons seulement que les procédures seront plus souples, il y aura moins de corruption, et que c'est le Cameroun lambda qui en bénéficiera. Là, tout à fait, il faut que tout le monde s'y mette. Pour que chacun de moi aussi, je veux un domicile. Merci. Et j'ai engagé mon dossier. Là, c'est une anomalie qui ne va pas passer, monsieur Jean. Pourquoi merci à vous, messieurs, d'avoir contribué à ce débat de ce soir. Évidemment, pour intégrer l'antenne. Téléspectateurs, Pépin, Sam, Jacques et Elie, merci. Pour qu'on ait l'habitude de se saluer en plateau, pour que les gens ne savent pas que ne disent pas c'est pas la guerre. Seulement. Alors, jeudi, vous le savez désormais, Oriane Donquin va animer un entretien avec, et je pense savoir que ce jeudi, elle va recevoir le cardinal Christian Toumé, qui évidemment viendra débriefer de l'actualité. Je vous recommande cette émission dès 21h. Bonsoir et à mardi prochain.